Le reste, c'est le subconscient. Le cerveau reçoit environ 2000 bits d'informations par seconde et la grande majorité d'entre elles est acheminée vers le subconscient. Le rôle du subconscient est essentiellement de traiter l'information que vous n'avez pas la capacité de traiter consciemment. C'est le subconscient qui nous fait agir instinctivement. Qu'entendons-nous instinctivement par « je sais ce que je devrais faire, mais je n'en ai pas la raison logique ». En fait, lorsque vous agissez instinctivement, il y a une raison logique à cela. Et la raison en est qu'au cours de votre vie, votre subconscient a reçu et traité des données, et c'est sur la base de cela qu'une décision instinctive est prise. Elle est fondée sur l'essai et l'erreur. Si vous faites quelque chose 1000 fois avec le même résultat, il sera programmé dans votre subconscient. Plus vous le faites, plus il s'enracine profondément. En fait, la grande majorité de l'information qui est transmise au subconscient est simplement ignorée. Ce n'est que lorsque des données identiques ou similaires sont reçues à maintes reprises, avec des résultats identiques ou similaires, qu'elles commencent à s'enregistrer dans le subconscient, et avec le temps, elles deviennent une partie importante et influente de notre raisonnement subconscient. Par exemple, c'est pour cela que si le conducteur de la voiture dont je suis passager freine trop tard, mon pied se serre. Il n'y a pas de raison logique à cela, il n'y a pas de frein côté passager. Mais depuis des années, en tant que conducteur, mon subconscient a assimilé le message que l'extension de ma jambe gauche ralentit un véhicule. Un autre exemple, à chaque fois que je fais un pas dans un escalator qui n'est pas en marche, je fais quand même une embardée quand bien même mon esprit conscient sait qu'il ne bouge pas. Bien que mon esprit conscient sache que l'escalator ne bouge pas et que je dois l'utiliser comme s'il s'agissait d'un escalier normal, mon subconscient surgit de nulle part et me dit que les escalators bougent et que je dois adapter ma démarche quand je veux les emprunter. Mon subconscient gagne toujours et je monte sur l'escalator avec exactement la bonne coordination musculaire pour rencontrer un plancher en mouvement. Et comme il ne bouge pas, je trébuche légèrement. Le subconscient gagne souvent parce que c'est une force extraordinairement puissante et qu'il faut une concentration intense pour la contrer. Et lorsque je marche dans une gare de banlieue bondée aux heures de pointe, je n'ai tout simplement pas le temps ou l'envie de contrer mon subconscient. Nous appelons souvent le subconscient instinct. Mais ce n'est pas l'instinct, et par là j'entends une force presque surnaturelle qui nous pousse à agir ou à réagir d'une certaine manière. Il repose sur notre expérience personnelle, issue d'années d'essais et d'erreurs. Il y a plusieurs points à noter. Premièrement, le subconscient est extrêmement puissant et il faut un effort conscient pour le neutraliser. Deuxièmement, il est fondé sur l'expérience et l'erreur. Plus quelque chose se passe avec le même résultat ou un résultat similaire, plus cela devient profondément enraciné dans notre subconscient. Enfin, il est impossible de connaître les véritables raisons derrière l'élément déclencheur subconscient et il n'est pas non plus possible d'en analyser les raisons de manière logique. Lorsque je monte sur un escalator à l'arrêt, je ne me souviens pas de la myriade de fois où j'ai marché sur un escalator en mouvement. C'est basé entièrement sur la mémoire subconsciente et de ce fait, l'esprit conscient ne peut pas se souvenir de tous les cas isolés qui ont participé à la construction de l'élément déclencheur subconscient. Alors, quel est le rapport avec l'alcool ? Simplement ceci. Chaque boisson alcoolisée que n'importe quel être humain a déjà bu a provoqué une sensation de détente suivie d'une sensation d'anxiété correspondante. Un seul verre provoquera une sensation de détente, mineure et presque imperceptible, puis une sensation d'anxiété, surtout si nous sommes occupés à d'autres choses, par exemple si nous sommes en train de discuter ou de dormir. Un autre verre soulagera ce sentiment d'anxiété très mineur, en plus de toute autre anxiété que nous ressentons à ce moment-là. Cela peut ou non s'enregistrer dans votre esprit conscient, mais cela passera à coup sûr à travers votre subconscient. Il passera à travers votre subconscient sans avoir d'impact la première, la deuxième ou la troisième fois, mais la répétition finira par être repérée par votre subconscient qui traitera les données et en tirera des conclusions.
Et la conclusion sera la suivante. Une boisson alcoolisée soulagera l'anxiété et la dépression. Et au fil des jours, des semaines, des mois et des années, ce message se renforcera de plus en plus dans votre subconscient, jusqu'à ce que chaque fois que vous souffrez de stress ou d'anxiété, votre esprit déclenche la pensée instinctive que vous avez besoin d'une boisson alcoolisée pour soulager le stress et l'anxiété, et cette pensée deviendra toujours plus forte car le message est continuellement renforcé. Votre subconscient reconnaîtra qu'une boisson alcoolisée soulage les sentiments d'anxiété et de dépression parce que la boisson et le soulagement sont chronologiquement proches. Vous prendrez un verre et très peu de temps après, vous ressentirez le soulagement. Cependant, il n'associera pas la boisson alcoolisée à la cause de l'anxiété et de la dépression, car il faut beaucoup plus de temps pour que ces ressentis s'accumulent après la consommation de la dernière boisson alcoolisée. De cette façon, le subconscient omet cette information clé, que c'est l'alcool qui est à l'origine de la sensation d'anxiété. Ainsi, bien que nous puissions comprendre à un niveau conscient et logique que c'est l'alcool qui a provoqué l'anxiété en premier lieu, et que le bienfait de l'alcool est en fait de soulager un symptôme dont il est largement la cause, cela ne nous empêchera pas de vouloir un verre parce que l'esprit subconscient continuera à susciter un désir pour un verre alcoolisé chaque fois que nous éprouvons de l'anxiété ou une dépression, que ce soit à cause du sevrage alcoolique ou d'autres choses. La durée écoulée entre la consommation d'une substance et ses effets est essentielle, non seulement pour comprendre l'alcoolisme, mais aussi pour comprendre la dépendance en général. Plus vite l'effet d'une drogue se fait sentir après sa consommation, plus vite le subconscient liera l'un à l'autre et plus vite et plus efficacement la dépendance s'installera. L'effet d'une drogue se fait sentir lorsqu'elle pénètre dans la circulation sanguine, de sorte que plus vite elle est consommée, plus elle crée une dépendance. Par ordre de vitesse du plus rapide au plus lent, les manières de consommer une drogue sont de 1. S'injecter, qui place la drogue directement dans la circulation sanguine. 2. Fumer. La fumée se diffuse directement dans les gros vaisseaux sanguins qui reçoivent le sang oxygéné directement des poumons et affectent l'utilisateur en moins d'1 seconde après la première inhalation. 3. Sniffer. Le médicament est absorbé dans la circulation sanguine par le tissu mou des sinus paranasaux. 4. Ingérer. Il s'agit de la méthode la plus lente, car la drogue doit passer par l'estomac et dans l'intestin grêle avant d'être absorbée dans la circulation sanguine. Évidemment, la méthode presque universelle pour consommer de l'alcool consiste à l'avaler. C'est pour cela que l'alcool se classe parmi les drogues dont le développement de la dépendance prend le plus de temps. En fait, le laps de temps qui s'écoule entre l'ingestion de l'alcool et le moment où nous ressentons ses effets peut varier considérablement selon les circonstances, principalement selon que l'estomac est plein ou vide, si nous avons fait de l'exercice et aussi selon le taux d'alcool de la boisson en question. Une boisson plus forte entraînera une absorption plus rapide dans le sang. C'est pour cette raison que tant de gens préfèrent boire avant un repas et ou après un exercice physique, et c'est aussi pour cela que la consommation de spiritueux, par opposition au vin ou à la bière, est associée à l'alcoolisme. Il est également vrai que lorsque les gens commencent à devenir dépendants à l'alcool, ils ont souvent tendance à manger moins, ce qui est traité plus en détail plus loin dans ce livre, et ils deviennent physiquement affaiblis, avec pour résultat que l'alcool est absorbé dans le sang encore plus rapidement et que le processus de dépendance s'accélère. Donc, si nous prenons un alcoolique ou un buveur problématique et que nous lui expliquons comment l'alcool agit sur les plans chimiques et physiologiques seulement, il se peut, et il devrait le faire, qu'il en arrive à la conclusion qu'il est préférable de ne pas boire, et que la seule chose logique à faire est d'arrêter. Cependant, lorsqu'ils arrêteront de boire, ils souffriront d'anxiété et de stress, causés soit par le sevrage de l'alcool à court terme, soit par le stress et les tensions de la vie en général dont souffre chaque être humain à un degré ou à un autre. Chaque fois qu'ils souffrent de ce stress, leur subconscient va déclencher l'idée de boire une boisson alcoolisée et la durée de ces envies dépendra directement de la durée pendant laquelle la personne a bu. Plus la durée de la consommation globale d'alcool est longue,
plus les éléments déclencheurs subconscients sont profondément enracinés. Ces éléments déclencheurs subconscients expliquent pourquoi certaines personnes pensent régulièrement à l'alcool. En fin de compte, ils ne font que déclencher l'idée d'un verre. L'idée n'est pas plus forte que « si on prenait un verre ». Cela n'explique pas pourquoi certaines personnes sont prêtes à abandonner tout ce qui leur est le plus cher, y compris leur vie même, pour continuer à boire. La raison en est que ces éléments déclencheurs subconscients mènent à un autre processus psychologique connu sous le nom d'état de manque qui, combiné aux éléments déclencheurs subconscients, explique vraiment pourquoi il est si difficile pour certaines personnes d'arrêter ou de contrôler leur consommation. Chapitre 4. Désir. Le désir est une force extraordinairement puissante et de nombreuses définitions de l'alcoolisme incluent d'ailleurs l'idée d'avoir des envies intenses de boire de l'alcool. L'état de manque est un désir irrésistible de quelque chose et une personne qui ressent un besoin régulier d'alcool a manifestement de graves problèmes. Regardons d'un peu plus près le processus psychologique de l'état de manque afin de bien le comprendre avant de l'appliquer à l'alcool. Commençons par prendre l'exemple de quelque chose d'entièrement bénin. Disons qu'on a envie d'une pomme. Examinons les facteurs psychologiques en jeu. Alors, on veut une pomme. On ne peut pas en avoir une. Soit il n'y en a pas, soit, pour une raison quelconque, nous trouvons préférable de ne pas en manger et nous décidons de ne pas le faire. Nous pouvons alors faire l'une des deux choses suivantes. Nous pouvons abandonner l'idée ou nous pouvons continuer d'en vouloir une. Nous ne sommes pas susceptibles d'abandonner l'idée parce que nous avons déjà décidé que nous en voulons une. Il se peut qu'une partie de nous pense que nous serions mieux sans elle, mais une partie de notre esprit doit la vouloir, sinon l'idée ne serait pas entrée dans notre tête. Nous sommes donc à présent dans un état où nous souhaitons avoir quelque chose que nous ne pouvons pas avoir. Cependant, notre esprit ne renonce pas à l'idée et nous continuons à penser à manger cette pomme. On s'y attarde, on y pense, on fantasme. On ne peut pas se concentrer sur autre chose, on est malheureux parce qu'on veut quelque chose qu'on ne peut avoir. Si nous sommes au travail, nous ne pouvons pas nous concentrer sur notre travail parce que nous sommes trop occupés à être obsédés par une pomme. Si nous sommes à une réception ou à la maison en train de nous détendre pour la soirée, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas profiter de la réception ni nous détendre parce que nous sommes trop occupés à être obsédés par la pomme que nous ne pouvons pas avoir. Finalement, encore une fois, nous n'avons que deux choix. Soit nous cédons et nous mangeons la pomme, soit nous ne la mangeons pas. Si nous cédons et prenons la pomme, alors nous avons supprimé ce dilemme pénible. Nous pouvons alors continuer notre travail, profiter de notre vie sociale ou commencer à nous détendre à la maison. Cette pomme a fait la différence entre le bonheur et le malheur, la différence entre vivre notre vie et devoir la mettre en attente alors que nous sommes malheureux à vouloir quelque chose que nous ne pouvons avoir. D'un autre côté, si nous ne prenons pas la pomme, le soir ou la journée aura été une perte et pour le reste de notre vie, nous nous souviendrons combien nous étions malheureux sans cette pomme. Ainsi, lorsque nous en aurons envie la prochaine fois, cette envie sera d'autant plus forte, car nous saurons par expérience personnelle que nous sommes incapables de nous amuser ou de fonctionner sans la pomme. Ce processus est ce que j'appellerai à partir de maintenant la spirale de l'état de manque. Cela étant dit, l'envie d'une pomme est un exemple relativement exagéré, mais si nous remplacions la pomme par une barre de chocolat ou un hamburger, ou l'un de nos aliments préférés, ce serait un peu plus facile à comprendre. Ce serait particulièrement le cas si nous avions très faim et que nous avions envie de notre nourriture préférée. L'envie serait encore plus prononcée et compréhensible s'il y avait une abondance de cette nourriture qui traînait et que tout le monde prenait du plaisir à en déguster. Dans de telles circonstances, nous ne pourrions pas être heureux, même s'il s'agissait d'un événement auquel nous étions censés nous amuser. C'est essentiellement la situation à laquelle fait face le buveur qui a cessé de boire.
Il veut quelque chose qu'il ne peut pas avoir, et en plus, tout le monde autour de lui en profite. S'il a cessé de boire depuis un certain temps, alors il n'y a plus aucun aspect physique, c'est entièrement psychologique, d'abord lancé par des éléments déclencheurs subconscients qui créent un désir pour quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir, ce qui mène à la spirale de l'état de manque. Cela peut durer éternellement. Chaque fois que vous voulez quelque chose que vous ne pouvez pas avoir, vous serez malheureux, surtout si vous voyez d'autres personnes apprécier ce que vous ne pouvez pas avoir. C'est pourquoi tant de gens croient que les alcooliques ont une constitution génétique différente de celle des autres. Même quand il n'y a plus de manque physique, la personne peut constater qu'elle ne peut toujours pas fonctionner pleinement sans un verre. Cependant, c'est purement un placebo à ce stade, causé par le fait qu'ils pensent qu'ils seraient plus heureux avec un verre, donc la spirale de l'état de manque commence, et ils sont malheureux jusqu'à ce qu'ils en prennent un. C'est pourquoi l'envie est si puissante. Quand la pensée entre dans notre esprit et que nous commençons à en être obsédés, nous ne connaissons pas la paix d'un moment tant que nous ne l'avons pas. À ce stade, la chose par laquelle nous sommes obsédés commence à avoir une vie propre. Considérons la manière dont cela s'applique à l'alcool. Disons que nous nous sentons anxieux ou déprimés, que ce soit à cause d'un sevrage d'alcool ou pour toute autre raison. Notre subconscient va déclencher une envie de boire un verre. Si à ce stade nous prenons tout de suite le verre, nous aurons simplement soulagé un sentiment, peut-être mineur, d'anxiété ou de dépression. Ce sera enregistré dans notre subconscient et c'est à peu près la totalité de l'effet. Cependant, si nous avons décidé de ne pas boire pour une raison quelconque, la spirale de l'état de manque commence et lorsque nous finissons par boire, non seulement nous soulageons le sentiment d'anxiété ou de dépression, mais nous soulageons aussi la torture mentale, la confusion et la misère de la spirale de l'état de manque. Il est essentiel de comprendre que cette expérience sera également enregistrée dans notre subconscient ainsi que dans notre esprit conscient. Mais désormais, la leçon ne sera plus seulement qu'un verre soulage un sentiment mineur d'anxiété, mais que boire un verre alcoolisé est la chose la plus importante sur Terre et que sans cela, nous ne pouvons simplement pas fonctionner ou être heureux à nouveau. Il s'agit en fait d'une partie du processus qui mène à la dépendance à l'alcool. Lorsque nous essayons d'arrêter de boire, la spirale de l'état de manque commence et la boisson soulage cela, ainsi que tout sentiment mineur d'anxiété. Beaucoup de gens croient que le buveur qui essaie de s'arrêter et qui n'y arrive pas est déjà complètement dépendant de l'alcool. La tentative et l'échec qui s'ensuit en sont simplement la preuve. En fait, le processus qui consiste à tenter d'arrêter porte la dépendance déjà existante à un niveau supérieur. C'est lorsque nous essayons d'arrêter que commence la spirale de l'état de manque, et à partir de là, la leçon absorbée par le subconscient n'est pas que l'alcool fournit un remède net à l'anxiété et à la dépression, mais que si nous voulons un verre et que nous ne pouvons pas en prendre, nous ne pouvons littéralement pas fonctionner comme un être humain. Il y a 2 points à noter à ce stade. Tout d'abord, la spirale de l'état de manque constitue le pilier de toute dépendance. Les éléments déclencheurs subconscients eux-mêmes sont brefs. Ils ne sont littéralement que des réactions spontanées à une situation donnée. Ils nous mettent l'idée d'une boisson alcoolisée dans la tête, rien de plus. Cependant, ces éléments déclencheurs subconscients nous amènent souvent à penser, très consciemment, à prendre un verre. Et notre processus de réflexion porte habituellement sur combien il serait agréable de prendre un verre, de sortir cette bière glacée du réfrigérateur, ou de verser ce verre de vin ou de notre alcool préféré. Bientôt, nous nous retrouvons en train de fantasmer à l'idée de prendre un verre et l'envie devient plus importante. C'est l'envie qui crée l'agonie mentale que nous rencontrons lorsque nous essayons d'abandonner quoi que ce soit. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une force extrêmement puissante et que c'est pourquoi les accros ont tant de mal à vaincre leur dépendance. Cependant, la très bonne nouvelle, c'est que l'état de manque se produit entièrement dans l'esprit conscient
et que nous sommes donc confrontés à une décision consciente de désirer ou non. Plus tard dans ce livre, nous expliquerons comment surmonter la spirale de l'état de manque. L'autre point très important à noter est que lorsque l'alcool commence à devenir un problème et que le buveur essaie de s'arrêter et échoue, l'échec est dû au fait qu'il veut éviter la spirale de l'état de manque. Ils ne boivent pas, à ce stade, pour les bienfaits supposés de l'alcool, mais plutôt pour éviter la misère de l'état de manque. C'est tout à fait négatif. Sans alcool, ils ne peuvent pas fonctionner ou être heureux à cause du besoin. Avec l'alcool, ils évitent le besoin. Mais cela signifie qu'ils ne sont pas mieux lotis que s'ils n'avaient jamais bu. En fait, ils sont bien plus mal lotis parce que, comme nous le savons tous, avec l'alcool, ils font face à tous les problèmes associés à la consommation d'alcool. Les gueules de bois, les problèmes relationnels, la dégradation de la santé, de l'estime de soi, etc. Ainsi, à cause de l'état de manque, ils sont en fait totalement malheureux sans la boisson et seulement un peu moins malheureux avec elle. C'est une situation où ils perdent dans tous les cas. Cependant, même lorsque nous comprenons et apprécions les effets du sevrage physique, des éléments déclencheurs subconscients et de la spirale de l'état de manque, nous n'avons toujours pas une explication complète. Si c'était tout ce qu'il y avait à faire, l'alcool ne serait pas un problème, même pour les alcooliques chroniques. Ils prendraient un verre et, quand l'effet commencerait à se dissiper, ils n'auraient qu'à s'en resservir un autre. Ils ne seraient jamais entièrement sobres, mais ils n'auraient aucune raison de s'enivrer complètement non plus. Passons maintenant à la pièce suivante du puzzle, les effets relaxants de l'alcool. Chapitre 5. Les effets relaxants de l'alcool. Si vous demandez à quelqu'un, qu'il s'agisse d'un buveur ou d'un abstinent, pourquoi une personne prend un verre, la réponse la plus courante est qu'elle boit pour l'effet relaxant et réconfortant. L'alcool est un dépresseur et un anesthésiant. Il anesthésie certaines sensations comme la fatigue, le stress, la douleur et l'inconfort, ce qui a pour effet que nous avons tendance à nous sentir plus détendus mentalement après un verre. Bien sûr, les effets dépresseurs anesthésiants n'agissent pas seulement sur notre esprit en nous faisant nous sentir détendus. Ils affectent aussi le reste de notre corps, nous laissant légèrement désordonnés et lents. C'est l'effet que l'on constate après une ou deux boissons. Si nous augmentons notre consommation, alors nous augmentons les effets des deux côtés, ce qui peut conduire à une intoxication totale. On a toujours supposé que l'effet relaxant mental et l'affaiblissement ou l'intoxication physique allaient de pair, qu'ils faisaient partie intégrante du même processus. Toutefois, ce n'est pas le cas. L'intoxication physique et la relaxation mentale se produisent à des vitesses différentes. Pour mieux comprendre cette idée, en voici un exemple concret. De nombreuses personnes peuvent rencontrer des problèmes avec les lois sur la conduite en état d'ébriété lorsque, après une nuit de forte consommation d'alcool, elles sont toujours au-dessus de la limite quand elles prennent le volant le lendemain. Il faut en moyenne 1 heure à l'être humain pour éliminer 1 unité d'alcool, une unité représentant environ une demi-pinte de bière ou une seule mesure de spiritueux. Il est donc assez facile d'imaginer comment vous pourriez dépasser la limite pour conduire le lendemain, surtout si vous avez beaucoup bu la veille et si vous vivez dans un pays où la tolérance zéro s'applique, c'est-à-dire où tout taux d'alcoolémie positif ne serait pas toléré. Mais, et c'est là un point très important, la plupart des gens surpris en train de conduire en état d'ébriété le lendemain ne se sentent pas ivres. Ils pensent vraiment qu'ils sont sobres. En fait, il n'y a que ceux qui ne boivent pas depuis très longtemps ou ceux qui boivent habituellement de petites quantités d'alcool et qui font ensuite un gros excès, qui se sentent encore ivres le lendemain matin. C'est parce que leur corps n'a pas encore appris à contrer efficacement la quantité d'alcool qui a été absorbée. La plupart des personnes qui ont encore de l'alcool dans leur organisme le matin après avoir bu seront physiquement en état d'ébriété, mais n'auront aucune sensation correspondante de relaxation mentale induite par l'alcool. Pour aller plus loin, la plupart des gens, lorsqu'ils se réveillent le lendemain matin,
encore sous l'influence de l'alcool de la nuit précédente, ne se sentiront pas comme s'ils venaient de prendre un verre un soir. Si vous vous réveillez après une nuit de beuverie avec l'équivalent de 2 bières d'alcool dans le sang, vous ne vous sentirez pas comme si vous aviez bu 2 bières après le travail un jour. Dans cette dernière situation, vous ressentirez les effets relaxants de la boisson. Vous ne serez peut-être pas ivre, mais vous serez conscient d'avoir bu 1 ou 2 verres. En revanche, quand vous avez cette quantité d'alcool dans votre système de la nuit précédente, ou même une quantité considérablement plus importante, vous vous sentirez parfaitement sobre dans le sens où il n'y aura aucune sensation de relaxation. Pourtant, même si vous vous sentez mentalement sobre, vous ne l'êtes pas physiquement. Vos réactions sont aussi lentes qu'elles le seraient si vous preniez ces verres à la fin de la journée. Vous pouvez donc vous sentir mentalement sobre, mais être physiquement en état d'ébriété. C'est un exemple très évident de la façon dont l'intoxication physique et le sentiment de relaxation mentale se déroulent à différentes vitesses, avec un effet enivrant qui dure plus longtemps que l'effet relaxant. C'est évident, car il est amplifié par plusieurs heures d'abstinence d'alcool sous la forme d'une bonne nuit de sommeil. Cependant, le même effet se produit avec chaque boisson que nous consommons et le processus survient de la même manière au cours de la nuit de consommation, mais sur une échelle moins évidente. Donc, si nous buvons pour l'effet relaxant mental, nous devons faire en sorte de consommer des verres plus rapidement que le corps n'est capable d'éliminer l'alcool et donc l'intoxication physique. En d'autres termes, si nous décidons que nous aimons l'effet relaxant que 2 boissons ont sur nous, nous devrons en prendre 2 autres lorsque cet effet relaxant s'estompera pour rétablir l'effet. Cependant, l'intoxication physique n'aura pas disparu, alors nous serons mentalement détendus comme si nous avions bu 2 verres. Mais notre état d'ébriété physique correspondra à 4 verres. Puis, lorsque l'effet relaxant de ces 2 verres s'estompera et que nous en prendrons encore 2 autres, nous serons détendus comme si nous avions bu 2 verres, mais notre état d'ébriété physique correspondra maintenant à 6 verres. Peut-être qu'à ce moment-là, votre corps aura eu le temps d'éliminer l'alcool et les effets de l'intoxication physique d'un verre, mais vous ressentirez toujours les effets relaxants de 2 verres, et votre état d'ivresse physique sera de 5 verres. C'est ainsi que nous pouvons nous réveiller le matin après une nuit entière de beuverie et rester physiquement en état d'ébriété, même si les effets relaxants de la boisson ont disparu depuis longtemps. C'est aussi la raison pour laquelle tout buveur a vécu au moins une fois l'expérience de consommer par inadvertance trop d'alcool. En fait, non seulement presque tous les buveurs ont déjà consommé trop d'alcool à l'occasion, mais la grande majorité l'a fait à plusieurs reprises et continue de le faire tout au long de leur vie de buveur. Les buveurs doivent faire attention à ne pas consommer trop d'alcool. Ont-ils les mêmes problèmes avec le café, le thé, l'eau ou les boissons gazeuses? Si un mari ou une femme sort un soir pour boire un verre, il est courant que sa partenaire, la mette en garde contre une consommation excessive d'alcool, mais si la personne sortait pour prendre un café, lui dit-on un jour « Assurez-vous de ne pas en prendre trop. Vous savez que vous êtes très fragile et ne pouvez pas dormir quand vous avez bu trop de caféine. » C'est le bon moment pour s'arrêter et résumer où nous en sommes. Essentiellement, l'alcool procure un sentiment de détente. Cependant, le cerveau et le système nerveux réagissent à cela en libérant des stimulants et en devenant plus sensibles, de sorte que lorsque l'alcool s'estompe, nous sommes plus anxieux et moins détendus qu'avant de prendre un verre. Nous sommes donc enclins à prendre un autre verre et l'effet relaxant de chaque verre que nous prenons s'enregistre dans le subconscient, mais le sentiment d'anxiété correspondant ne s'enregistre pas dans le subconscient comme étant le résultat de l'alcool, car il est trop éloigné dans le temps pour que le subconscient les relie l'un à l'autre. Ainsi, avec le temps, le subconscient en vient à croire que l'alcool soulagera l'anxiété, de sorte que chaque fois que nous souffrons d'anxiété ou de stress dans notre vie, un élément déclencheur subconscient s'active en nous et nous incite à prendre un verre. Ceci, à son tour, peut nous entraîner dans la spirale de l'état de manque, ce qui signifie que nous ne pouvons tout simplement pas fonctionner ou nous amuser sans un verre. Pendant tout ce temps et tout au long de ce processus,
À mesure que le corps et le cerveau deviennent de plus en plus compétents pour contrer l'alcool, la relaxation mentale est de plus en plus dépassée par l'intoxication physique, ce qui signifie que nous sommes de plus en plus enclins à perdre le contrôle lorsque nous buvons et à finir complètement intoxiqués. Cependant, il y a d'autres aspects clés que nous devrons prendre en considération afin d'acquérir une compréhension complète de l'alcool. L'un des plus importants et des moins connus est l'effet de l'alcool sur le sommeil. Chapitre 6. Alcool et sommeil. Bien qu'il soit largement admis dans les milieux universitaires et médicaux que l'alcool a un effet néfaste sur le sommeil, ce phénomène semble être largement méconnu du grand public. Le manque de sommeil est une chose horrible. Des scientifiques des universités d'Oxford, Cambridge, Harvard, Manchester et Surrey avertissent que le manque de sommeil entraîne de graves problèmes de santé, que le cancer, les maladies cardiaques, le diabète de type 2, les infections et l'obésité ont tous été liés à un sommeil réduit et que le manque de sommeil affecte la vigilance, l'humeur et la force physique. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une nouvelle en tant que telle, c'est simplement une question de bon sens. Quand nous dormons, notre corps se répare tout seul. Si nous n'avons pas assez de sommeil ou si nous n'avons pas une bonne qualité de sommeil, notre corps ne se régénérera pas correctement et notre santé se dégradera, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Compte tenu de l'importance du sommeil, il est essentiel que nous tenions pleinement compte des effets de l'alcool sur celui-ci. L'une des principales raisons pour lesquelles les effets négatifs de l'alcool sur le sommeil ne sont pas largement reconnus est que tout le monde sait qu'un ou deux verres peuvent provoquer la somnolence. Il est donc généralement admis que l'alcool favorise le sommeil. Cependant, c'est une erreur de raisonnement. Normalement, sans introduction d'alcool dans le corps, une personne passe par 2 états de sommeil alternés. Ces états sont appelés sommeil à ondes lentes et sommeil paradoxal. Le sommeil lent est un sommeil profond et réparateur. Le sommeil paradoxal, cependant, est moins réparateur et est généralement associé au rêve. Bien que sa fonction soit inconnue, le sommeil paradoxal semble être aussi essentiel à la santé que le sommeil à ondes lentes. Dans les tests chez le rat, la privation de sommeil paradoxal a entraîné la mort en quelques semaines. De même, le sommeil à ondes lentes est essentiel car c'est à ce moment que le corps se répare. Il y a beaucoup de choses que nous, en tant qu'êtres humains, ignorons sur le sommeil. Cependant, ce qui est sûr, c'est que le corps humain a besoin de certains cycles de sommeil et que ceux qui se produisent naturellement sont ceux qui sont les plus bénéfiques pour nous. Le fait de perturber ces derniers occasionne de sérieux problèmes. Si nous laissons ces cycles de sommeil se produire naturellement, le résultat sera généralement que nous nous réveillerons frais et dispos pour la journée. Lors d'une nuit de sommeil normale, vous aurez 6 ou 7 cycles de sommeil paradoxal. Cependant, lorsque vous buvez, vous n'en aurez généralement que 2. La raison en est que lorsque nous buvons, nous dormons très profondément pendant les 5 premières heures environ. On vous pardonne de penser que c'est une bonne chose, car on associe habituellement un sommeil profond à un sommeil réparateur et rafraîchissant, mais ce n'est pas le cas. Les 5 premières heures de sommeil après la consommation d'alcool ne comportent pas une quantité suffisante de sommeil paradoxal. L'autre problème est qu'après les 5 premières heures environ, le sommeil profond prend fin et laisse place à un sommeil très fragmenté. Cette période de 5 heures est très importante, car c'est à ce moment que le sevrage commence à atteindre son maximum. Ce point est traité plus en détail ailleurs dans ce livre. Cependant, si l'on s'en tient pour l'instant au sommeil, c'est la raison pour laquelle de nombreux buveurs se réveilleront généralement environ 5 heures après avoir bu leur dernier verre, après quoi ils dormiront par intermittence, voire pas du tout, et ne retrouveront plus le sommeil profond. Le résultat pratique est que lorsque nous nous réveillons après avoir bu, nous ne nous sentons pas rafraîchis et bien reposés, même si nous n'avons pas réellement la gueule de bois en soi. C'est pourquoi vous entendrez si souvent des gens dire
Je n'ai pas la gueule de bois, je suis juste un peu fatigué. Si la définition d'une gueule de bois est celle des effets néfastes de la consommation d'alcool de la nuit précédente, alors cette fatigue fait très justement partie de la gueule de bois. Il faut que vous compreniez bien. L'alcool ruine le sommeil. Si vous êtes fatigué le lendemain, c'est la conséquence directe de la consommation d'alcool de la nuit précédente. Même un seul verre interrompt le sommeil naturel, et il n'y a pas de quantité sans risque qui vous permettra d'échapper aux effets néfastes de la consommation d'alcool sur le sommeil. Je sais que de nombreux buveurs prétendent mieux dormir ou, du moins, ne pas dormir moins bien lorsqu'ils boivent, mais le fait est que s'ils boivent, ils n'obtiendront pas le sommeil de bonne qualité dont ils ont besoin. Même si vous dormez très profondément pendant 8 ou 10 heures, votre corps ne passera pas par les cycles de sommeil dont il a besoin, il n'aura pas assez de sommeil paradoxal et ne sera pas capable de s'endormir profondément après environ 5 heures. Vous vous réveillerez peut-être dans un état qui vous semblera bien, mais le fait inéluctable est que vous vous sentiriez beaucoup mieux si vous n'aviez pas bu la veille au soir. Vous devez également garder à l'esprit que les effets néfastes du manque de sommeil s'accumulent. La plupart des gens pourront passer une nuit ou deux sans bien dormir, avec un minimum d'effets néfastes perceptibles, surtout s'ils sont jeunes. En effet, si vous dormez bien, les rares exceptions ici et là n'auront pratiquement aucun impact négatif. Cependant, au cours de plusieurs nuits consécutives, les problèmes vont s'amplifier. Moins vous dormez, plus les symptômes s'aggravent. Lorsque nous souffrons d'un manque de sommeil, non seulement nous sommes dans un état de fatigue constante, mais notre capacité mentale et physique diminue également. Cela a un effet tout à fait néfaste sur notre vie et notre bien-être physique et mental. Le manque de sommeil a aussi tendance à nous rendre plus irritables, plus susceptibles de nous laisser dépasser par les événements, plus susceptibles de trop manger et moins disposés à l'exercice. Il nous expose également à deux autres choses qui sont essentielles lorsqu'il s'agit d'acquérir une compréhension complète de l'alcool. La première de ces choses que la fatigue nous pousse à faire est de prendre un verre. Après tout, l'alcool est un dépresseur et un anesthésiant, donc il soulage la fatigue et la sensation toujours croissante d'épuisement. Nous nous sentons fatigués, nous buvons un verre, puis soudain, nous ne nous sentons plus aussi fatigués. En fait, la personne qui, il y a quelques instants, jurait d'aller se coucher à la première occasion, pense soudainement que c'est une très bonne idée de rester un peu plus longtemps et de boire un autre verre. Encore une fois, cela peut ne pas sembler une mauvaise chose, mais nous devons nous rappeler que le sentiment d'avoir soudainement plus d'énergie est trompeur. Le corps est encore fatigué, il a encore besoin de repos et d'un sommeil réparateur, mais parce que les signaux qui nous le disent ont été supprimés, nous continuons. À un moment donné, nous nous couchons, nous dormons, l'alcool s'estompe, notre sommeil est perturbé une fois de plus et nous nous réveillons en nous sentant plus mal que jamais. Nous n'avons pas eu le repos dont nous avions besoin. Notre corps fait aussi face à l'effet empoisonnant de l'alcool et la situation s'aggrave considérablement le jour suivant. L'autre chose que la fatigue nous rend plus enclins à faire, et qui est particulièrement importante pour l'alcool, est de prendre plus de stimulants pendant la journée pour contrecarrer la sensation d'épuisement. Ceux d'entre nous qui prennent des boissons caféinées constateront que nous avons tendance à en consommer davantage lorsque nous sommes fatigués, et ceux qui fument constateront qu'ils fument davantage. L'augmentation des stimulants que nous consommons nous rendra encore plus nerveux et irritables. Bien sûr, il y aura aussi des stimulants naturels et des hormones de stress dans notre corps après avoir bu. L'adrénaline et d'autres substances chimiques que le cerveau libère dans notre organisme lorsque nous nous sentons stressés sont des stimulants. La combinaison de tout cela signifie que nous nous sentirons beaucoup plus crispés et irritables, deux sentiments désagréables classiques qui sont assez facilement soulagés par la consommation d'alcool. L'autre problème de la vie moderne est que les stimulants naturels se sont développés à l'époque où le stress était habituellement dû à une menace physique et que ces produits chimiques nous rendaient capables d'avoir une réaction physique plus forte, soit pour nous battre, soit pour nous enfuir.
Cette réponse combat-fuite, étant donné qu'il s'agissait d'une action physique, permettait d'éliminer certains de ces produits chimiques de notre organisme. Cependant, de nos jours, pour la plupart des gens dans la société occidentale, les choses qui causent du stress au quotidien ne justifient pas une réaction physique. Nous nous sentons stressés au travail parce que nous avons trop de choses à faire, nous recevons une poussée d'adrénaline, mais nous ne réagissons pas à l'idée d'avoir un rapport de dernière minute à rédiger en sortant du bureau ou en attaquant notre patron, aussi tentant que ça puisse être. Nous nous asseyons et nous nous y mettons, et bien que nous soyons mentalement stressés, nous sommes physiquement inactifs. Alors à la fin de la journée, nous avons un excès d'adrénaline inutilisé dans notre corps qui nous laisse mal à l'aise, irritables et tendus. Soit on supporte ce sentiment et on le laisse se dissiper lentement, soit on fait un peu d'exercice pour le faire disparaître de notre organisme, soit on prend un verre. La dernière de ces options est souvent la plus facile et celle vers laquelle beaucoup d'entre nous se tournent. Un verre ne soulage pas seulement la sensation de tension, mais aussi la sensation d'épuisement. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose pour beaucoup de gens, mais nous devons garder à l'esprit que cette fatigue et cette tension ont été grandement exacerbées ou même complètement causées par l'alcool. Il ne faut pas oublier qu'un sommeil perturbé prend du temps à s'améliorer. Pensez au sommeil comme à une habitude qui prend quelques nuits à se former. Les gens prétendent souvent mal dormir, qu'ils boivent ou non. Cela vient généralement de personnes qui boivent régulièrement, par exemple la plupart des jours, et qui dorment encore mal durant leur jour sans alcool. C'est parce que pour les personnes qui boivent régulièrement, leur rythme de sommeil est régulièrement perturbé. Si un jour ils s'arrêtent, ils risquent de mal dormir cette nuit-là. En fait, la situation risque d'être encore pire que s'ils avaient bu. Les deuxième, troisième et même quatrième nuits seront de mieux en mieux, mais souvent pas parfaites. Mais généralement, le cinquième jour, le corps s'est complètement ajusté et quelque chose qui ressemble à un sommeil normal est repris. Cependant, même dans ce cas, il peut s'écouler un certain temps avant que le corps ne commence à rattraper le sommeil de bonne qualité manqué. Si vous n'avez pas eu une bonne nuit de sommeil pendant 1 mois, vous n'allez pas rattraper votre retard en une nuit. Il vous faudra plusieurs nuits de sommeil avant que vous ne soyez de retour à la normale. Très peu de buveurs réguliers, s'il y en a, prennent des pauses assez longues pour, d'une part, remédier au sommeil perturbé et, d'autre part, rattraper le sommeil perdu, ce qui signifie qu'ils ne remédient jamais correctement aux effets néfastes de l'alcool. En fait, ce qu'ils font, c'est exacerber continuellement le problème en continuant à boire. Il y a un dernier point qu'il vaut la peine de mentionner pour quiconque consomme de l'alcool chaque soir pour s'endormir ou pour combattre l'insomnie. Si vous ne buvez pas, lorsque vous vous préparez à dormir, des groupes de neurones favorisant le sommeil dans de nombreuses parties du cerveau deviennent plus actifs et certaines substances chimiques sont libérées, ce qui atténue l'activité des cellules signalant l'éveil. Ce que cela signifie en fait, c'est que lorsque vous vous dirigez vers le sommeil, votre cerveau commence à se détendre et vous commencez à avoir sommeil naturellement. Cependant, lorsque vous buvez tous les soirs pour vous endormir, votre cerveau ne déclenche tout simplement pas ce processus naturel de relaxation. Après tout, pourquoi le ferait-il? Il compte sur les effets déprimants de l'alcool pour vous endormir. Il s'adapte à la quantité quotidienne d'alcool. Cependant, tout comme il s'est habitué à l'avoir, il s'habituera aussi à ne pas l'avoir, mais cela prendra quelques jours. Encore une fois, il vous faudra de 3 à 5 jours pour effectuer le réajustement. Chapitre 7. Déshydratation. Certaines théories de la dépendance à l'alcool affirment que c'est l'effet déshydratant de l'alcool qui nous pousse à vouloir continuer à boire quand nous commençons. L'argument étant que vous prenez d'abord un verre, cela vous donne soif, donc vous en buvez un autre. Examinons maintenant cette question ainsi que les effets de la déshydratation en général. Le corps humain moyen est composé d'environ 70% d'eau. La teneur réelle en eau est contrôlée par le cerveau,
qui conserve un certain pourcentage comme réserve au cas où il serait soudainement nécessaire, généralement pour transpirer. La transpiration est l'un des moyens par lequel notre corps maintient la bonne température. La transpiration place l'humidité sur la peau, ce qui élimine la chaleur de la peau lorsqu'elle s'évapore. Cependant, même lorsque nous ne sommes pas en train de transpirer, nous utilisons toujours de l'eau, par exemple pour la respiration. La quantité réelle de réserve dont nous avons besoin n'est pas une constante. En cela, comme en toute chose, le corps réagit au monde qui l'entoure et à la situation particulière dans laquelle il se trouve. Si la température ambiante baisse, le cerveau réagit dans un laps de temps assez court. Le cerveau conclut qu'en raison de la baisse de la température, la transpiration sera moins probable ou moins extrême, de sorte que l'excès d'eau dont le cerveau estime qu'il faut garder en réserve diminue. Le corps se débarrasse alors de l'excès non nécessaire par la miction. C'est pourquoi nous avons souvent besoin d'uriner quand la température baisse, même si nous n'avons pas bu de liquide depuis un certain temps. Lorsque cette réserve d'eau tombe en dessous d'un certain niveau, le processus inverse se produit et la soif est déclenchée. De cette façon, le corps et le cerveau envoient le message qu'il faut plus d'eau et quand nous buvons, les réserves d'eau se complètent à nouveau. L'ensemble du processus se fait par l'intermédiaire de l'organisme qui mesure le niveau d'eau de réserve nécessaire par rapport à ce qu'il contient actuellement. La façon la plus simple d'imaginer ce processus est de penser à la jauge de carburant d'une voiture. Il indique la quantité de carburant contenue dans le réservoir et si le carburant tombe en dessous d'un certain niveau, un voyant rouge s'allume, généralement comme avertissement supplémentaire. De même, votre corps dispose d'une jauge qui détermine le niveau de réserve d'eau et lorsque ce niveau descend en dessous d'un certain niveau, le mécanisme de la soif se déclenche. Ce que fait l'alcool, c'est de jouer avec le fonctionnement de cette jauge. Plus précisément, il la recalibre de telle sorte que votre corps pense qu'il a plus d'eau qu'il n'en a réellement. Pour revenir à l'analogie avec la voiture, c'est comme si on recalibrait la jauge de carburant pour qu'elle affiche que le réservoir est plein, alors qu'il est en fait à moitié vide. En fait, l'analogie avec la voiture n'est pas idéale parce qu'une jauge de carburant ne peut passer que de vide à plein. Elle ne peut pas larguer du carburant supplémentaire si la jauge montre que le réservoir a été en quelque sorte trop rempli. Cependant, c'est exactement ce qui se passe avec le corps humain. Le corps humain se débarrassera de la réserve s'il estime qu'il y a un excès non désiré d'eau de réserve. Bien sûr, lorsque l'effet de l'alcool s'estompe, la jauge est remise au niveau correct. L'organisme se rend compte alors qu'il n'a pas assez d'eau de réserve et il cherche à reconstituer cette réserve. Il le fait en déclenchant le mécanisme de la soif, nous buvons un peu de liquide et il est réapprovisionné jusqu'au niveau correct. Il est important de noter que la jauge interne ne reviendra pas à la normale tant que l'effet de l'alcool ne se sera pas dissipé. Illustrons maintenant cela avec l'exemple pratique d'une personne lambda qui a une réserve d'eau de 100%. À ce moment précis, elle est parfaitement hydratée parce qu'elle a toute l'eau dont elle a besoin, mais pas plus, donc elle n'a pas besoin d'uriner. Elle commence alors à boire de l'alcool. Maintenant, en plus du fait que l'alcool est consommé sous forme de liquide qui devra être éliminé, il recalibre également sa jauge d'eau interne, ce qui a pour effet qu'un pourcentage de l'eau de réserve est expulsé. C'est pour cette raison que, après quelques verres, nous commençons à avoir de plus en plus régulièrement besoin d'aller aux toilettes et nous n'urinons pas seulement la quantité exacte de liquide que nous avons consommé, mais bien plus, car notre corps se débarrasse également de ce qu'il pense être un excès d'eau de réserve. Le lendemain matin, ou au cours de la journée suivante si nous ne consommons plus d'alcool, l'effet se dissipe lentement et le corps mesure qu'il n'a pas assez d'eau de réserve et nous commençons à avoir soif. Si nous prenons un verre non alcoolisé, nous reconstituons l'eau et commençons à revenir à la normale. Comme je l'ai mentionné précédemment, il est important de noter que la jauge n'est pas recalibrée à la bonne position tant que l'alcool ne s'est pas dissipé. La conclusion importante à en tirer
est que nous ne nous sentirons pas déshydratés et donc n'aurons pas soif jusqu'à ce que la chose qui a causé le recalibrage de notre jauge à eau interne se soit dissipée. Après tout, pourquoi notre corps déclencherait-il le mécanisme de la soif alors qu'il a l'impression que nous avons une quantité d'eau suffisante? De cette façon, nous n'avons pas soif lorsque nous sommes en train de boire de l'alcool, parce que le mécanisme de la soif n'est pas déclenché du fait que, à son tour, notre corps ne réalise pas qu'il n'a pas assez d'eau. La déshydratation survenant ou s'aggravant durant notre consommation d'alcool, nous n'avons soif que lorsque l'effet intoxicant de ce dernier est dissipé. La conclusion est donc qu'il est absolument inutile d'essayer de se réhydrater pendant une beuverie ou immédiatement après, par exemple sur le chemin du retour. Après avoir bu, un de mes amis avait l'habitude de boire quelques bouteilles d'eau en rentrant chez lui, dans l'espoir que cela le réhydraterait et lui éviterait une gueule de bois. En fait, cela ne faisait d'autre que de nuire encore plus à son sommeil, déjà gravement perturbé, en l'obligeant à avoir encore plus besoin des toilettes pendant la nuit. Son corps ne gardait rien de l'eau qu'il buvait, même s'il était déshydraté à ce moment-là, car il agissait avec l'impression erronée qu'il avait déjà une teneur en eau suffisante. Ce n'est que lorsque l'effet de l'alcool s'est dissipé et que le mécanisme de la soif s'est effectivement déclenché que l'eau est retenue par le corps et effectivement utilisée, car c'est à ce moment que la jauge à eau interne est revenue à la normale. Vous réaliserez que la jauge est revenue à la normale lorsque vous commencerez de nouveau à réellement avoir soif. Voilà pourquoi il est si dangereux de faire du sport après avoir bu ou avec une gueule de bois. Non seulement le corps n'a tout simplement pas la réserve de liquide nécessaire pour faire face à un effort physique intense, ce qui entraîne à la fois de la transpiration et une respiration accrue, mais la jauge d'eau interne fonctionne toujours mal, et le corps ne réalise même pas qu'il y a un problème, c'est-à-dire que le niveau d'hydratation est tombé à un niveau critique avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque le corps reconnaît que le niveau de l'eau est bas, il nous envoie des messages nous disant que nous avons soif, que nous avons chaud, que nous sommes épuisés et que nous devons arrêter ce que nous faisons. Cependant, si le corps n'est pas conscient que le niveau est trop bas, les messages nous disant d'arrêter, de nous rafraîchir, de boire de l'eau ne sont pas déclenchés. Chapitre 8. Goût. Beaucoup de gens pensent aimer le goût de l'alcool. Ils aiment peut-être le goût des boissons alcoolisées, mais certainement pas le goût de l'alcool. Cela peut sembler contradictoire, mais pas si l'on considère l'alcool dans sa forme la plus pure ainsi que la composition chimique des boissons alcoolisées. L'alcool à l'état pur est un produit chimique hautement toxique. C'est une toxine qui tue les organismes vivants, des êtres humains aux cellules individuelles, en passant par les micro-organismes, et c'est pour cette raison qu'elle est utilisée pour conserver les aliments et pour les stériliser. Il stérilise en tuant les germes avec lesquels il entre en contact. Il ne tue pas seulement les germes, il tue toutes sortes de cellules vivantes. En fait, pour l'homme, la toxicité est augmentée car, pour être éliminé de l'organisme, l'alcool doit être métabolisé en acétaldéhyde, une substance encore plus toxique. Tout aliment ou boisson contaminé par l'acétaldéhyde qu'une unité d'alcool produit serait interdit comme présentant un risque inacceptable pour la santé. Le corps humain est conçu pour être repoussé par le poison. C'est un mécanisme qui nous maintient en vie. Il y a certains poisons que nos corps ne reconnaissent pas comme tels, et le résultat est que nous ne sommes pas repoussés par eux. Cela dit, l'alcool n'en fait certainement pas partie. C'est un poison, et notre corps y réagit comme tel. Si vous humez de l'alcool pur, il fera pleurer vos yeux et couler votre nez, et votre réaction immédiate sera de le fuir. Si vous buvez à petites gorgées, vous aurez des hauts-le-cœur. Si vous arrivez à en avaler un peu, vous commencerez à vomir. Toutes ces réactions sont une façon pour votre corps de vous empêcher de l'absorber et de l'extraire de votre corps si vous parvenez à en consommer. Votre corps est conçu pour vous empêcher de vous faire du mal.
C'est à peu près la même réaction qui vous pousserait à arracher votre main d'une chose brûlante que vous avez touchée par inadvertance. La douleur n'est pas agréable. Les gens évitent la douleur. La douleur est causée par des dommages à notre corps. C'est ainsi que notre corps travaille pour nous empêcher de nous blesser nous-mêmes. Alors, comment puis-je arriver à la conclusion qu'il est impossible d'aimer ce goût d'alcool, mais qu'il est quand même possible d'aimer le goût des boissons alcoolisées? La raison est que les boissons alcoolisées ne sont pas de l'alcool pur. En fait, la teneur en alcool de toute boisson alcoolisée est faible en pourcentage. Elles contiennent également d'autres saveurs très fortes qui masquent en grande partie le goût de l'alcool. Donc, si vous buvez une bière à 4%, seul un 25e de celle-ci est de l'alcool. Il n'y a que 3/25 d'alcool dans un verre de vin à 12% et 2/5 d'alcool dans un alcool pur à 40%. S'il est consommé avec des glaçons et ou un diluant, comme le sont généralement les spiritueux, ce pourcentage dans la boisson diminue proportionnellement. Plus la teneur en alcool est élevée, plus la boisson est désagréable au goût. Ce qu'il faut garder à l'esprit est que l'alcool à l'état pur est répugnant et très toxique pour les êtres vivants, qu'aucun être humain n'est capable de l'ingérer sans vomir, et que s'il peut être retenu, il est généralement fatal. Même les spiritueux, qui sont considérés comme des boissons fortes dans la mesure où la plupart des gens ne les boivent qu'avec des glaçons ou un diluant, ne sont même pas à moitié alcoolisés, et les bières et les vins contiennent un très faible pourcentage d'alcool. La grande majorité des boissons alcoolisées sont composées de substances autres que de l'alcool, dont la plupart ont un goût incroyablement fort en soi. Ainsi, lorsque vous buvez une bière, le goût provient en fait du houblon, de l'orge, du sucre, etc. Et seulement une infime partie de ce goût provient de l'alcool. Avec le vin, c'est le jus de raisin avec lequel il est fait. Avec le whisky, c'est l'orge, le seigle et le blé avec lesquels il est fabriqué et les fûts dans lesquels il est stocké avant d'être mis en bouteille et vendu. Augmenter la quantité d'alcool et tout ce que vous pouvez faire, c'est rendre la boisson plus désagréable au goût. C'est pourquoi la plupart des gens qui boivent des spiritueux les mélangent avec d'autres boissons. Tout ce qu'ils font, c'est diluer encore plus le goût de l'alcool contenu dans la boisson. Fondamentalement, toute boisson alcoolisée comporte quelque chose ayant un goût agréable, par exemple un jus de raisin, ne contenant qu'une très petite quantité de poison au goût vil, de sorte que la boisson dans son ensemble est rendue savoureuse en raison de la partie au goût agréable qui l'emporte largement sur le poison au goût vil. De même, si vous mettiez une petite quantité d'urine de chien dans un verre de jus d'orange, celui-ci aurait un goût acceptable, à condition que la quantité d'urine soit suffisamment petite pour que le goût agréable de l'orange le masque adéquatement. C'est aussi pour cette raison que la plupart des boissons alcoolisées sont servies froides. Pour approfondir un peu plus la chimie, tout, y compris les boissons alcoolisées, est composé de molécules. Plus quelque chose est chaud, plus les molécules qui le composent vibrent. Plus elles vibrent et bougent, plus elles entrent en collision. Une réaction chimique se produit simplement lorsque les molécules de deux substances entrent en collision. Si les molécules qui composent les deux substances sont plus chaudes, elles se déplaceront plus vite et se heurteront d'autant plus souvent, ce qui accélérera la réaction chimique et rendra les résultats d'autant plus visibles. Le goût est simplement une réaction chimique entre les récepteurs dans la bouche et n'importe quelle substance que nous consommons. Si la substance que nous mangeons ou buvons est très froide, nous en ressentirons moins le goût que si elle était tiède ou chaude, car les molécules qui la composent entrent moins en collision avec les récepteurs dans notre bouche. Si nous refroidissons quelque chose avant de le boire, tout ce que nous faisons, c'est d'en neutraliser le goût réel. Si vous trouvez une boisson désagréable lorsqu'elle est chaude, méfiez-vous. Il y a probablement quelque chose en elle que votre corps n'aime pas, probablement parce que c'est un poison. Bien sûr, il y a plusieurs boissons alcoolisées qui se consomment à température ambiante, voire chaude, comme le vin rouge, le vin chaud, les grogs, etc. Mais elles ont souvent un goût encore plus corsé que les autres boissons alcoolisées. Enfin,
Il convient également de garder à l'esprit que si nous buvons continuellement quelque chose de désagréable, notre sensibilité gustative diminue. Par exemple, personne ne peut savourer une nourriture très relevée sans s'y habituer au préalable. S'y habituer, c'est s'habituer à ce que le sens de l'odorat et du goût s'abîme, ce qui permet de tolérer des quantités plus élevées. Plus la sensibilité à certaines substances est réduite, plus on peut en consommer. Donc, si vous buvez du vin rouge maintenant, mais quand vous avez commencé à boire, vous buviez du vin blanc froid, ou si vous pouvez boire du whisky pur maintenant alors qu'au début, vous en auriez été incapable, tout ce qui s'est passé, c'est que vous avez diminué la capacité de votre corps à détecter le poison par lequel il est naturellement repoussé. Chapitre 9. Alcool et forme physique. Vous êtes-vous jamais demandé quelle était la différence physique entre les personnes en forme et celles qui ne le sont pas? On a tendance à croire que les personnes en meilleure forme physique ont de plus gros muscles, mais est-ce vraiment le cas? Après tout, certains athlètes, par exemple les coureurs de fond, n'ont pas d'énormes muscles bombés, mais sont tout de même incroyablement en forme. Quel est donc l'état physique du bien-être corporel? Il est intéressant de noter qu'il est en grande partie dû au sang. Essentiellement, notre sang contient des globules rouges, et ce sont ces cellules qui transportent l'oxygène et d'autres nutriments vers nos muscles et nos organes. Les personnes en bonne forme physique ont une plus grande concentration de globules rouges dans leur sang, et ceux-ci sont typiquement plus jeunes, ce qui signifie qu'ils sont plus aptes à transporter de l'oxygène. C'est l'une des principales caractéristiques de la forme physique. Nos muscles ont besoin d'oxygène pour continuer à bouger. Le cœur pompe le sang autour de notre corps et les globules rouges dans le sang fournissent l'oxygène. Lorsque nous faisons de l'exercice, nos muscles ont besoin de plus d'oxygène, de sorte que le cœur s'accélère pour répondre à l'augmentation de la demande. Le cœur, cependant, a ses limites en termes de vitesse, et lorsqu'elles sont atteintes, nous sommes littéralement incapables d'augmenter ou de maintenir ce niveau d'activité physique. Si vous augmentez régulièrement votre fréquence cardiaque par l'exercice, les globules rouges deviennent plus concentrés. Ils ont également une durée de vie plus courte, de sorte que vos globules rouges restent jeunes et efficaces pour transporter l'oxygène. Ainsi, chaque battement du cœur délivre plus d'oxygène. Ceci a deux résultats. Premièrement, nous pouvons pousser l'effort à des niveaux de plus en plus élevés. Deuxièmement, notre rythme cardiaque au repos devient de plus en plus bas. C'est parce que chaque battement du cœur délivre plus d'oxygène et il doit donc battre moins fréquemment. Bien sûr, l'inverse est également vrai. Si nous poussons régulièrement notre cœur à battre plus fort sans activité physique, chaque battement du cœur fournit trop d'oxygène, de sorte que les globules rouges se font plus rares et que leur durée de vie augmente, ce qui réduit la quantité d'oxygène qu'ils peuvent transporter. C'est l'inverse d'un entraînement physique. C'est une façon de perdre activement la forme. Alors, comment faire monter votre rythme cardiaque sans faire d'exercice? Le stress, bien sûr, le fera. L'adrénaline augmente la fréquence cardiaque, mais une autre façon très courante de le faire est de prendre des médicaments augmentant votre fréquence cardiaque. L'alcool peut ralentir le rythme cardiaque pendant que nous le buvons, mais il le fait monter en flèche lorsque ses effets s'estompent. C'est une preuve supplémentaire de l'effet physiologique de la consommation d'alcool. Les stimulants libérés par le cerveau pour contrer les effets dépressifs de l'alcool demeurent après le traitement de l'alcool. En général, les dépresseurs ralentissent le rythme cardiaque, tandis que les stimulants l'augmentent. Ainsi, pendant la séance de consommation d'alcool, la fréquence cardiaque peut augmenter un peu, mais elle n'accélère pas beaucoup. Par contre, lorsque vous vous réveillerez à 4 heures du matin, votre cœur battra à un rythme tel que vous aurez l'impression qu'il va sortir de la poitrine et cette fréquence cardiaque accrue continuera pendant 24 à 48 heures jusqu'à ce que les stimulants soient enfin dispersés.
Il s'agit d'une manifestation physique des stimulants qui subsistent après la dissipation de la majorité de l'alcool. De cette façon, la consommation régulière d'alcool érode notre forme physique, sans parler de la léthargie générale induite par la consommation d'alcool, qui est en soi un obstacle à l'exercice. Et bien sûr, si vous avez la gueule de bois, vous n'allez pas gérer cette séance d'entraînement. Et si vous vous forcez à le faire, ce sera d'autant plus difficile et moins intense. D'ailleurs, si l'un des objectifs de votre mise en forme physique est la perte de poids, alors vous devez aussi tenir compte du lien très clair entre la consommation d'alcool et l'obésité, dont je parlerai plus en détail plus tard. Les gens considèrent souvent la consommation d'alcool et ses effets sur la santé comme un succès ou un échec. Si votre foie ne vous lâche pas, ou si vous ne faites pas une crise cardiaque écrasante ou un AVC mortel, vous vous en tirez à bon compte. Mais ce n'est pas le cas. Chaque boisson que vous consommez nuit à votre santé. Un manque de forme physique n'a pas seulement un impact sur votre espérance de vie, mais aussi sur votre qualité de vie. Le bien-être physique est étroitement lié à la résilience mentale. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il ne s'agit là que d'un aspect des effets de la consommation d'alcool sur la santé, sans parler des effets du manque de sommeil, de l'empoisonnement constant, de l'hypertension artérielle accrue et des effets des carences alimentaires liées à l'alcool que nous aborderons bientôt. Chapitre 10. Les effets de l'alcool sur les émotions. Ce chapitre et le suivant portent sur les effets de l'alcool sur le système limbique. Le système limbique est un ensemble de 6 structures internes au cerveau humain et il est considéré comme le centre émotionnel du cerveau. On pense que le système limbique a pour fonction de contrôler nos émotions et notre comportement et qu'il est également responsable de la formation de souvenirs à long terme. En tant que dépresseur chimique, l'alcool inhibe le fonctionnement du système limbique, ce qui a pour effet de nuire à la mémoire à long terme et à notre état émotionnel. Dans ce chapitre, nous examinerons l'impact que cela a sur notre état émotionnel. Au Royaume-Uni, il existe une phrase « être fatigué et émotif ». C'est un euphémisme pour désigner le fait d'être ivre. Cela a commencé dans les chambres du Parlement, où il était inacceptable d'accuser un député d'être saoul. Il était apparemment tout aussi inacceptable que des députés restent sobres un certain temps. Un euphémisme a donc été inventé pour signaler qu'un député était ivre sans pour autant le dire explicitement, d'où la généralisation de l'emploi de cette expression. En fait, c'est un assez bon euphémisme pour l'ivresse. Boire nous rend non seulement fatigués, mais aussi excessivement émotifs. Il existe une forte corrélation entre l'alcool, la colère, la violence et les infractions violentes. Sans oublier les stéréotypes du bourré qui se lamente sur lui-même et qui appelle son ex à 3 heures du matin. Beaucoup de gens croient, à tort, que si les gens ont tendance à devenir émotifs quand ils boivent, c'est parce que l'alcool supprime nos inhibitions, de manière à ce que la personne que nous sommes réellement ressort quand nous sommes ivres, et que nous pensons et disons des choses que nous croyons vraies, mais que nous n'aurions pas le courage de dire lorsque nous sommes sobres. Donc, si l'on suit cette logique, le mari qui s'énerve contre sa femme après avoir bu et qui lui dit des choses blessantes ou l'agresse physiquement, ne fait qu'exprimer ce qu'il ressent vraiment, sachant qu'il serait trop inhibé pour le faire s'il n'était pas sous l'effet de l'alcool. De même, l'appel passé à l'ex à 3 heures du matin est purement et simplement dû au fait que la personne ivre a vraiment envie de revenir, mais qu'elle est trop inhibée, timide ou craintive pour agir de la sorte sans alcool. Bien que cela ait du sens au premier abord, en fait, la vérité est tout autre. Tout buveur régulier a déjà eu l'expérience de perdre son sang-froid, se disputer ou même se battre avec quelqu'un et ensuite être incapable d'expliquer pourquoi le lendemain. Et par là, je ne veux pas dire qu'il ne comprend pas pourquoi il a réagi de manière aussi agressive, mais qu'il ne sait absolument pas pourquoi l'événement déclencheur l'a autant affecté.
Le fait est que l'alcool inhibe certains mécanismes réactionnels cérébraux qui empêchent certaines émotions de s'implanter. Par exemple, disons que nous sommes sobres et que nous cassons accidentellement quelque chose. Nous sommes agacés, mais nous nettoyons tout ça et passons à autre chose. Dans cette situation, la colère est déclenchée dans le cerveau, puis très rapidement inhibée, car l'événement qui a déclenché notre colère était une chose mineure, et il n'y avait rien à gagner à perdre complètement notre sang-froid. Cependant, lorsque la même chose se produit quand nous avons bu, la perte de colère disparaît simplement parce que l'inhibiteur qui devrait contrôler cela a été neutralisé par notre consommation d'alcool. Comme le sait tout buveur digne de ce nom, quelle que soit la gravité de son problème d'alcool, il n'y a même pas besoin de casser quelque chose. Une simple remarque, un regard, une blague complètement anodine peut provoquer ce genre de réaction. En fait, tout ce qui peut nous causer une irritation, même mineure, peut entraîner une colère totale et complètement disproportionnée. Bien sûr, il n'y a pas que la colère qui est concernée, car nous risquons de nous laisser emporter par toute émotion pour la même raison. Les personnes ivres deviennent souvent plus introspectifs et sentimentaux, avec une plus grande tendance à faire des mélodrames et à s'apitoyer sur leur sort. Toute émotion peut devenir incontrôlable lorsque nous buvons. Si, comme moi, vous êtes quelqu'un qui ne tolère pas beaucoup de choses et qui est sujet à la colère, alors bien sûr, vous êtes plus susceptible de rencontrer une contrariété mineure après avoir bu, ce qui se transformera en une crise de rage totale. À l'inverse, si vous êtes sujet à la sentimentalité ou aux larmes, ou si vous vous sentez malheureux lorsque vous commencez à boire à une occasion donnée, vous risquez davantage de perdre le contrôle de cette façon. La colère tend à être une émotion commune chez les buveurs, car le manque de sommeil de bonne qualité, qui les rend fatigués et épuisés, est en soi propice à la colère. Ne sommes-nous pas tous plus enclins à perdre notre sang-froid quand nous sommes fatigués? En outre, le sentiment d'anxiété laissé lorsque l'effet d'une boisson alcoolisée s'estompe favorise également la colère. Dans l'ensemble, c'est un cocktail assez explosif, jeu de mots intentionnel. En réalité, la colère, l'énervement, le mécontentement ou les remords que manifestent les buveurs ne révèlent pas leur vrai visage, mais plutôt le fait que l'alcool empêche leur cerveau d'agir comme il le devrait. L'entrave au fonctionnement normal du cerveau change ces personnes en quelque chose qu'elles ne sont pas, en les empêchant de contrôler leurs émotions, ce qui les rend excessivement émotives. D'une certaine manière, cela peut être l'un des aspects les plus terribles et les plus destructeurs de la consommation d'alcool. Cela peut détruire l'amour, non seulement pour le partenaire du buveur, mais aussi pour le buveur lui-même. Tout couple doit faire face à des hauts et des bas, et même si parfois le partenaire semble exaspérant, dans l'ensemble, le sentiment d'amour et de tolérance domine. Nous négligeons les lacunes de nos partenaires parce que nous les aimons et savons que ce sont de bonnes personnes et qu'ils font la même chose pour nous. S'ils font quelque chose que nous trouvons irritant, nous laissons tomber car nous savons que cela a été fait accidentellement ou avec de bonnes intentions. Cependant, si nous avons bu, nous ne pourrons pas faire comme si de rien n'était ou l'ignorer. Il est probable que nous finirons par avoir une dispute à ce sujet, une dispute que nous n'aurions pas eue si nous n'avions pas bu. Nous finirons par être irrités par notre partenaire et inversement. En fait, ils seront probablement encore plus énervés et contrariés, car ils seront en mesure de voir très clairement que c'est quelque chose qui ne nous aurait pas posé de problème si nous n'avions pas bu. Nous ne nous en rendrons pas compte nous-mêmes, nous saurons simplement qu'ils nous ont agacés. Il y aura une colère et un sentiment de malaise qui n'existeraient pas si nous n'avions pas bu. Je me souviens d'avoir lu un livre dans lequel l'auteur comparait un mariage à une tour où toutes les disputes et toutes les mauvaises paroles sont un coup dur pour cette tour. Certaines tours sont plus fortes que d'autres, mais toutes ne peuvent subir qu'une quantité limitée de coups avant de s'affaiblir structurellement et de s'effondrer. L'alcool peut provoquer l'échec de relations qui, autrement, devraient s'épanouir et devenir fortes, obligeant à la fois le buveur et son partenaire à rater ce qui serait autrement une relation d'amour, de soutien et de succès.
Ce n'est pas seulement vrai des relations entre le buveur et ses partenaires, mais aussi entre eux et leurs enfants, leurs amis et leurs proches. C'est comme dans les vieux films où le méchant déteste tellement le héros qu'il ne suffit pas de le tuer. Il doit d'abord détruire sa réputation et faire en sorte que tout le monde le déteste et le craigne. Cet aspect de la consommation d'alcool est également l'une de ces nombreuses anomalies. Souvent, une séance de beuverie est déclenchée par une émotion désagréable ou négative, telle que la colère, le chagrin, la détresse, la tristesse, etc. En tant qu'anesthésique, l'alcool prendra l'avantage à court terme sur cette émotion car nous nous sentirons moins en colère, contrariés ou autre chose. Mais bien sûr, comme les mécanismes réactionnels dans le cerveau qui freinent nos émotions sont eux-mêmes anesthésiés, l'émotion initiale qui nous a poussés à boire commencera à se déchaîner. Le résultat de ceci est que nous nous retrouvons plus fâchés, bouleversés ou angoissés ou n'importe quelle autre émotion déclenchante que ce soit, même lorsque nous sommes en train de boire. Sans parler du lendemain matin quand nous devrons faire face non seulement au problème initial, mais aussi à la gueule de bois, au sevrage de l'alcool et au sommeil perturbé. Chaque verre nous procure un véritable coup de fouet à court terme, mais ceci est totalement compensé par l'effet sur le système limbique qui nous rend très vite bien plus en colère que nous l'étions au départ, même si nous apprécions le soulagement fourni par la boisson. En y réfléchissant, cela prend tout son sens. Si vous pensez que l'alcool soulage la colère, le désespoir, la frustration, etc., alors les alcooliques qui boivent le plus devraient sûrement être les personnes les plus heureuses de la planète. Les ivrognes seraient les personnes les plus calmes et les plus heureuses et les moins susceptibles de se battre. Ce n'est clairement pas le cas. Il y a une très grande différence entre les personnes qui boivent pour soulager les émotions négatives, ce qu'elles font clairement, et l'alcool qui soulage en réalité les émotions négatives, ce qui n'est clairement pas le cas. En fait, il fait très précisément le contraire en les exagérant grandement. Il est également très important de garder à l'esprit que le subconscient considérera que l'alcool soulage notre colère, notre stress et nos contrariétés, etc., mais ne prendra pas en compte l'augmentation globale de ces émotions qui s'accumulent beaucoup plus lentement. C'est ainsi que nous pouvons nous retrouver dans cette situation très étrange où nous savons tous que l'alcool rend les gens beaucoup plus instables émotionnellement, mais nous nous servons tous encore, instinctivement, un verre pour apaiser notre colère, notre stress, nos bouleversements, etc. La vérité, c'est que, qui que vous soyez en tant que buveur, ce n'est pas le vrai vous. C'est un vous de mauvaise qualité. C'est une personne fatiguée, irritable et trop émotive. Globalement, ce n'est pas un vous très agréable. Même si l'émotion qui n'est pas maîtrisée est positive, comme l'humour, elle est quand même irritante pour les autres. Un buveur qui trouve quelque chose hilarant que personne d'autre ne trouve amusant est tout aussi irritant que le buveur déprimé ou colérique. Il vaut aussi la peine de garder à l'esprit que c'est rarement une émotion positive qui ressort, en particulier chez les buveurs de longue date qui consomment beaucoup. La fatigue et l'empoisonnement accumulé du corps font que la plupart des buveurs se sentent léthargiques et fatigués, et cet état d'esprit est beaucoup plus propice à des émotions négatives que positives. Chapitre 11. Blackout, trou noir. Voyons maintenant comment les effets de l'alcool sur le système limbique contribuent au phénomène des blackouts, aussi appelés trous noirs. Quand je parle des blackouts, je ne parle pas de perdre connaissance après avoir bu. Je parle de périodes de conscience dont le buveur n'a aucun souvenir. En fait, le terme blackout a généralement une connotation plus nuancée que celle-ci. C'est généralement une période au cours de laquelle le buveur fait des choses qui lui semblent complètement étrangères à son caractère, des choses qu'il regrette amèrement lorsqu'il sort du trou noir. Cet aspect, parmi d'autres, peut donner au buveur invétéré l'impression qu'il a complètement perdu le contrôle, qu'il devient fou ou qu'il est en train de devenir totalement schizophrène. Cela s'ajoute au sentiment général qu'ils sont différents des autres et qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Cependant,
comme pour tout ce qui concerne l'alcool et la dépendance, il existe une explication assez simple du phénomène constitué des impacts physiologiques et psychologiques de la drogue. En fait, le blackout alcoolique se compose de 3 éléments. L'effet immédiat de l'alcool, le retrait de l'alcool et l'effet de l'alcool sur notre mémoire. Considérons maintenant chacun de ces 3 éléments en commençant par la mémoire. Le premier point à souligner est que notre connaissance de la mémoire humaine est basée sur des théories. Ce n'est pas une science exacte. Nous pouvons étudier les causes et les effets et élaborer des théories pour expliquer, mais nous ne pouvons pas en énoncer les éléments avec certitude de la même manière que nous pouvons énoncer les éléments d'une réaction chimique. Cela dit, la théorie la plus communément acceptée actuellement est que la mémoire humaine se compose de 2 parties. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme est ce que nous utilisons pour conserver des informations que nous n'avons pas besoin de conserver pour toujours, mais que nous devons conserver pour faire face à la situation immédiate dans laquelle nous nous trouvons. Par exemple, si nous parlons à quelqu'un, nous devons nous souvenir de ce qu'il dit et du déroulement de la conversation pour pouvoir réagir et avoir une réelle interaction avec lui, mais nous n'avons pas besoin, habituellement, de nous rappeler les détails de la conversation au cours des années suivantes. Si vous pensez à toutes les conversations que vous avez eues au cours de votre vie, vous ne pourrez probablement même pas vous souvenir d'une fraction des détails précis et encore moins de tous. Cependant, vous ne les oublierez pas pendant le déroulement de la situation, sinon vous seriez incapable de tenir une conversation sensée. On ne sait pas pendant combien de temps sont conservées les informations stockées dans la mémoire à court terme, mais la plupart des théories estiment cette durée entre 15 et 30 secondes. La mémoire à long terme, quant à elle, enregistre les événements plus notables qui méritent d'être conservés plus longtemps. Il convient de garder à l'esprit que l'on pense que même les souvenirs durablement enregistrés passent d'abord par la mémoire à court terme avant d'arriver dans la mémoire à long terme. La théorie généralement acceptée sur l'alcool et la mémoire est que l'alcool peut empêcher les souvenirs de passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, et que cela n'est pas causé par le degré d'ivresse à un moment en particulier, mais par l'accumulation de la consommation au fil du temps. Il n'est donc pas nécessaire d'être ivre-mort pour souffrir de cette interférence avec notre mémoire, il suffit de maintenir un certain niveau d'intoxication pendant une certaine période de temps. Cependant, comme dans le cas du sommeil, les données scientifiques qui gouvernent ce principe présentent moins d'intérêt que les effets lorsqu'il s'agit d'expliquer logiquement le phénomène du blackout induit par l'alcool. Tout ce que nous avons vraiment besoin de savoir de ce point de vue, c'est que l'effet de la consommation d'alcool est tel que nous pouvons souffrir d'une perte totale de mémoire à des moments où nous sommes, en fait, très loin d'être complètement intoxiqués. C'est le premier des 3 points que nous devons garder à l'esprit. Le deuxième point concerne les effets immédiats de l'alcool, c'est-à-dire la situation réelle dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous faisons un blackout. Comme nous l'avons dit, nous n'avons pas besoin d'être complètement intoxiqués, mais nous avons besoin d'un certain degré d'intoxication. Ce niveau est généralement suffisant pour supprimer assez fortement nos inhibitions et perturber notre état émotionnel, dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, mais souvent, il est malheureusement insuffisant pour que nous perdions connaissance ou que nous cessions complètement de fonctionner. Dans cet état, nous faisons trop souvent des choses que nous serions autrement trop inhibés pour faire et nous agissons de manière exagérée, poussés par des émotions qui, autrement, auraient disparu assez rapidement. Par exemple, nous pouvons trouver quelque chose tellement drôle que nous sommes incapables d'imaginer qu'une autre personne puisse ne pas le trouver drôle, ou devenir si découragés que nous devons à tout prix appeler un ex, ou de nous mettre dans une telle colère que nous ne pouvons pas nous empêcher d'agir avec rage. Notre état émotif et désinhibé nous fait faire des choses qui sont franchement embarrassantes et répréhensibles. Cependant, en raison de l'échec du transfert des souvenirs du court terme vers le long terme, nous n'avons absolument aucun souvenir de ces événements lorsque nous nous réveillons le jour suivant. En plus,
Cette situation est exacerbée par le sevrage. Comme nous l'avons vu précédemment, lorsque nous nous réveillons après avoir bu un verre, nous ne retrouvons pas notre état normal immédiatement. En fait, nous sommes mentalement plus fragiles, déprimés et vulnérables en raison des séquelles de l'alcool. Ainsi, nous ne regardons pas nos actions désinhibées et excessivement émotives de la veille avec un état d'esprit normal, mais avec un état d'esprit caractérisé par encore plus de crainte et de nervosité. La différence entre les deux états est généralement telle que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre nos mobiles. Le résultat, c'est qu'on a vraiment l'impression que ce sont deux personnes complètement différentes qui ont agi. Tout le monde n'est pas concerné par les blackouts. Cependant, presque tous ceux qui ont déjà consommé de l'alcool ont fait des choses qu'ils ont regrettées en buvant ou ont souffert d'une certaine forme de perte de mémoire, et les éléments décrits ici expliquent aussi pourquoi nous faisons des choses que nous regrettons par la suite et pourquoi nous souffrons de perte de mémoire pendant notre consommation. L'amnésie et les actions regrettables sont souvent perçues comme des signes de problèmes d'alcool, alors qu'elles sont en fait des conséquences absolument inévitables pour toute personne qui boit régulièrement. Si vous supprimez vos inhibitions et laissez vos émotions se déchaîner, comment pouvez-vous vous attendre à éviter de faire des choses embarrassantes et honteuses? Chapitre 12. Résilience émotionnelle. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology du 13 juillet 2017 a analysé la relation entre l'acceptation des émotions négatives et la santé psychologique chez 1300 adultes. L'étude a révélé que les personnes qui acceptent régulièrement leurs émotions négatives éprouvent moins d'émotions négatives et, par conséquent, bénéficient d'une meilleure santé psychologique. L'étude a révélé que les sentiments de déception, de tristesse ou de ressentiment infligent plus de dommages aux personnes qui les évitent. Le conseil était simple. Lorsque vous éprouvez des émotions négatives, vous devriez laisser vos sentiments s'exprimer et vous permettre de les ressentir sans essayer de les contrôler ou de les changer. Si vous y réfléchissez, c'est logique. Prenez-moi, par exemple. Je n'aime pas particulièrement les conflits et je n'aime pas non plus parler devant les gens. Cependant, malgré cela, j'ai l'impression d'avoir un travail qui est composé à part égale de querelles, bien que de nos jours on l'appelle résolution des conflits, et de discours devant les gens. Quand j'ai commencé, j'étais terrifié et très nerveux à chaque fois qu'une réunion s'annonçait difficile et ou impliquait la présence d'un grand nombre de personnes. Cependant, je l'ai fait tellement de fois maintenant que j'y suis habitué, à tel point que je ne suis plus vraiment nerveux, même si je participe à des réunions très difficiles en présence de beaucoup de gens. Si je n'avais jamais affronté ce type de situation, je ne m'y serais jamais habitué et j'en aurais encore peur. Si vous faites face à une situation désagréable et difficile et que vous vous en sortez, il vous sera d'autant plus facile d'y faire face la prochaine fois. Si vous en faites l'expérience régulièrement, elle cessera de vous inquiéter et deviendra la norme. En tant qu'être humain, notre perception de ce qui est bon et mauvais est liée à nos propres expériences. Pour les personnes vivant dans des zones de guerre, une mauvaise journée est celle de la mort de leur famille, de la perte de membres ou de la perspective réelle de mourir de froid ou de faim. Une bonne journée serait un repas décent et un endroit sûr pour dormir quelques heures. Mais pour la plupart des gens dans le monde occidental, une mauvaise journée, c'est quand il y a un problème au travail, une dispute à la maison, quand on se trouve dans l'incapacité de payer ses factures, etc. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas stressantes, mais elles sont nettement préférables à la perte de vos jambes ou au fait de voir vos enfants mourir de froid. Pour la majorité d'entre nous, la famine n'est tout simplement pas une perspective réaliste, et un repas et un endroit sûr pour dormir sont des choses que nous tenons pour acquises. Elles ne nous rendent pas particulièrement heureux parce qu'ils font partie de la norme. Quand j'ai servi en Irak, l'un de mes moments forts a été de prendre une douche, de mettre des vêtements propres et d'aller dormir dans un vrai lit pendant quelques heures. J'étais absolument ravi si je pouvais faire ça. Mais aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard,
Même si j'avais peut-être du plaisir à le faire, ce ne serait pas exactement le point culminant de ma semaine. Ce que je veux dire, c'est que bon est meilleur que ce à quoi nous sommes habitués et mauvais est pire que ce à quoi nous sommes habitués. Si vous anesthésiez le mal, vous ne pourrez jamais apprécier correctement le bien, ce qui n'est après tout qu'une amélioration du mal. Si vous êtes dans une situation désagréable pendant un certain temps, comme être en prison ou être dans l'armée en service actif, vous finirez par vous y habituer et de très petites choses peuvent vous rendre heureux. Bien sûr, il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'aussi dramatique que la prison ou le fait d'être dans une zone de guerre. Vous pouvez très bien traverser une mauvaise passe au travail ou dans une relation, ou avoir des problèmes de santé ou de logement. Mais si vous vous anesthésiez constamment avec de l'alcool, vous ne ressentez jamais vraiment ces émotions négatives, vous ne leur faites jamais face et n'apprenez pas à les gérer et à mieux les supporter. C'est ce qui se passe quand nous prenons constamment un verre pour nous détendre chaque fois que nous ressentons quelque chose de négatif. Nous anesthésions les sentiments plutôt que de les affronter, de sorte que nous n'apprenons jamais à les gérer. Quand une personne arrête de boire, elle n'arrête pas de vivre. Elle continue à vivre sa vie avec tous les bons et les mauvais côtés. Il y a une tendance très prononcée dans le monde occidental à s'attendre à être heureux tout le temps. Nous considérons cela comme notre droit fondamental et si nous sommes malheureux, même pour un instant, nous cherchons immédiatement à y remédier, souvent en prenant une sorte de drogue externe comme l'alcool. N'oubliez pas que vous pouvez être malheureux pendant un certain temps et que si vous l'êtes, tout n'est pas négatif. Si vous êtes malheureux ou si vous éprouvez des émotions négatives, vous devenez plus résistant et plus fort émotionnellement à cause de cela. Chapitre 13. Timidité. Boire lors d'événements sociaux. Nos premières expériences avec l'alcool confirment souvent que l'alcool a un effet positif sur nous. Je dis souvent parce que, pour la plupart, nous commençons à boire quand nous sommes adolescents dans un contexte social, comme lors d'une fête ou d'un rassemblement. Bien que de telles occasions soient agréables, elles sont aussi stressantes à un degré ou à un autre. Il se peut que nous rencontrions et discutions avec des personnes que nous ne connaissons pas vraiment, que nous nous rapprochions de personnes du sexe opposé, etc. Si ces situations sont dans l'ensemble agréables, elles comportent aussi un élément de stress. Certains d'entre nous les trouveront plus stressantes que d'autres, tandis que beaucoup les trouveront terrifiantes. L'alcool, étant un dépresseur et un anesthésique, réprime ce sentiment de stress ou de peur et nous donne ainsi un coup de pouce immédiat. Cependant, même cet avantage est en fait une illusion, car peu importe à quel point une personne est timide ou inhibée, le processus psychologique dans une situation sociale est que le sentiment de stress diminue à mesure que l'événement progresse, avec ou sans alcool. C'est tout à fait logique. Ces événements ne sont jamais aussi mauvais que nous le craignons, et au fur et à mesure que l'événement progresse, nous nous détendons légèrement et, habituellement, nous commençons à nous amuser. Si vous n'y croyez pas, regardez comment les enfants réagissent lorsqu'ils vont à une fête ou rencontrent d'autres enfants de leur âge. Quand ils arrivent, ils ne quittent pas leurs parents et jettent des regards furtifs autour d'eux, depuis leur cachette derrière les jambes de papa ou de maman. Cependant, quand il est temps de partir, ils courent partout et il y a des larmes et des caprices parce qu'ils ne veulent pas partir. Certains d'entre nous sont plus timides que d'autres le sont terriblement. Il leur faudra donc plus de temps pour se détendre progressivement dans une situation sociale. Cependant, boire pour trouver le courage d'affronter une telle situation ne fait qu'empirer les choses. Si nous assistons à des événements sociaux sans boire, alors, même si nous sommes horriblement timides et gênés, nous finirons par nous détendre, même si ce n'est qu'un tout petit peu et que ce soulagement nous est apporté par l'idée que l'événement va bientôt se terminer. Cependant, après avoir réussi à participer à un tel événement, et je répète que ces choses sont rarement aussi mauvaises que nous le craignons, le prochain auquel nous assisterons, le processus de détente progressive commencera un peu plus tôt et ira légèrement plus loin.
C'est parce que nous aurons acquis un peu de confiance lors du dernier événement. Nous réaliserons que nous y sommes arrivés et que ce n'était pas aussi terrible que nous le craignions, et quand nous assisterons au suivant, nous serons légèrement plus disposés à croire que ce n'est peut-être pas si terrible, et la détente pourra se faire un peu plus facilement. Avec le temps et par incrément, aussi graduel soit-il, notre timidité et notre embarras diminueront. Cependant, lorsque nous dépendons de l'alcool pour surmonter notre timidité, nous ne nous attaquons jamais à la racine du problème, car c'est l'alcool qui nous aide à y arriver. Nous renforçons simplement la croyance que sans alcool, nous ne pouvons tout simplement pas profiter des occasions sociales, ni même les surmonter. La plupart des gens vont commencer à boire, et même continuer à boire pour assister aux occasions sociales. Personnellement, je n'aime pas les événements sociaux. De nature, je ne suis pas quelqu'un de très sûr de lui ou sociable. Je trouve difficile de faire la conversation. L'alcool déprime les nerfs, par conséquent, il est logique de supposer qu'il vous détendrait dans les situations sociales et les rendrait plus faciles. Cependant, ce n'est tout simplement pas le cas. Les gens qui trouvent les conversations avec des inconnus gênantes les trouvent tout aussi gênantes lorsqu'ils ont bu. Elles peuvent même être encore plus gênantes lorsque vous avez bu, car vous essayez désespérément de ne pas avoir l'air intoxiqué. Inversement, les conversations deviennent plus agréables et ou plus faciles après une période difficile initiale lorsque vous êtes sobre. En fait, les seules fois où j'ai trouvé que les conversations avec des inconnus étaient faciles, c'était lorsque j'avais bu quelques verres, auquel cas, je finissais habituellement par dire quelque chose de stupide et d'embarrassant. Donc, l'alcool n'aide pas vraiment dans une situation sociale, il ne fait que changer la dynamique. Au lieu d'avoir l'air timide et un peu gêné, vous avez simplement l'air ivre. En fait, nos sorties se passent beaucoup mieux sans alcool. Quand il y a de l'alcool, soit les gens boivent avec modération, soit ils boivent trop. S'ils boivent trop, ils deviennent agaçants. Ça vaut alors la peine de les observer attentivement. Les 2 premiers verres les détendent et les rendent plus bavards, mais à mesure qu'ils boivent, comme tout buveur digne de ce nom, leur état change. Ils deviennent plus querelleurs, plus instables sur le plan émotionnel, ou tout simplement ivres. D'autre part, si la majorité des gens boivent avec modération à la soirée, les rares personnes qui boivent trop se font beaucoup plus remarquer. Dans ce genre d'événement, cela a toujours été un soulagement pour moi de savoir que je n'étais pas le seul à finir saoul. Beaucoup de gens qui ont cessé de boire trouvent que les événements sociaux sont les moments où ils ont le plus de difficultés à arrêter. C'est parce que, peu importe à quel point nous apprécions les sorties, elles sont stressantes à un degré ou à un autre. Il s'agit donc souvent d'occasions où, soit nous avons un désir conscient de boire un verre, soit il y a un grand nombre de choses associées à notre consommation d'alcool qui nous donnent une envie subconsciente de boire, ou probablement les deux. Il y a aussi des occasions où l'alcool est servi et où il est disponible gratuitement et facilement. Cela déclenche la spirale de l'état de manque et nous sommes bientôt incapables de profiter de ce qui devrait être une occasion agréable parce que nous sommes trop obsédés par l'idée de prendre ou de ne pas prendre un verre. Nous serons également incapables de nous détendre et de surmonter l'étape délicate initiale, car, lorsque nous sommes inquiets ou obsédés par quelque chose, cela nous empêche de nous détendre pour profiter de l'événement. Cela renforce la croyance que notre timidité est telle que nous ne pouvons pas profiter des événements sociaux et que l'alcool bloque suffisamment notre sentiment de gêne pour nous permettre de nous amuser. En fait, c'est l'inverse qui se produit. Si nous retirions l'alcool de l'équation, nous finirions par nous détendre et profiter de l'occasion, et ce processus de détente deviendrait de plus en plus facile au fur et à mesure que nous socialiserions. Il y a aussi un aspect physiologique à cela. Les humains sont des animaux sociaux et sont destinés à socialiser. Lorsque vous socialisez en étant entièrement détendu, votre cerveau libère certaines substances chimiques pour vous rendre heureux et relaxé. Encore une fois, pensez aux enfants lorsqu'ils vont à des fêtes. Ils ne boivent pas, mais dès qu'ils s'installent, ils sont euphoriques.
Cependant, l'élément clé est que vous devez être complètement détendu pour ressentir cela. Il y a 2 points importants à noter ici. Tout d'abord, si vous buvez régulièrement lors d'occasions sociales, vous attribuez à l'alcool ce sentiment de bonheur que vous auriez eu de toute façon. Ce bonheur n'est pas un effet de l'alcool. Il en est indépendant et vient naturellement en socialisant. C'est pourquoi nous nous sentons autrement quand nous sortons boire un verre avec nos amis par rapport à quand nous restons à la maison à boire tout seul. Deuxièmement, si vous arrêtez de consommer de l'alcool et que vous vous en sentez privé, vous ne serez pas entièrement détendu et heureux lors de votre prochaine rencontre sociale, et vous n'obtiendrez donc pas ce coup de pouce d'origine naturelle. Rappelez-vous que vous devez être détendu et heureux pour que ces substances chimiques soient relâchées. Si vous vous sentez malheureux et privé, alors vous ne l'obtiendrez pas. Cela renforce la croyance que c'est l'alcool qui vous donne ce sentiment, parce qu'il vous semble que vous ne l'avez pas quand vous ne buvez pas. Chapitre 14. Consommation d'alcool et obésité. Compte tenu de tous les inconvénients de l'alcool en général, il semblerait que les prises de poids soient d'importance mineure comparées aux autres effets. Toutefois, j'y inclus un chapitre non seulement pour compléter le tableau, mais aussi parce que cet aspect a des implications qui vont au-delà de ce que vous pourriez penser au départ. C'est un fait médical que l'alcool est un stimulant de l'appétit, donc si vous buvez, vous avez plus de chances d'être en surpoids. Cela est dû non seulement aux calories contenues dans les boissons alcoolisées, mais aussi au fait que l'alcool lui-même nous fait trop manger en nous donnant plus faim que nous n'avons réellement. Cependant, et comme toujours, ce n'est pas aussi simple que cela. Non seulement l'alcool nous donne plus faim, mais il anesthésie aussi les signaux qui nous disent quand nous sommes rassasiés, ce qui augmente aussi la tendance à trop manger. En outre, l'alcool peut, en soi, être utilisé comme énergie par les êtres humains. Cependant, contrairement à d'autres formes d'énergie, elle ne peut pas être stockée sous forme de graisse. L'énergie provenant des aliments sous forme de calories peut être utilisée immédiatement si elle est nécessaire et stockée sous forme de graisse si elle ne l'est pas. C'est pour cette raison que nous devenons gros si nous mangeons trop. Si nous consommons des calories dont nous n'avons pas besoin, elles finissent par être stockées sous forme de graisse. L'alcool, cependant, peut être utilisé comme une source d'énergie, mais ne peut être stocké. On vous pardonnerait de penser que c'est une bonne chose. Après tout, cela ne veut-il pas dire que vous pouvez boire autant que vous le voulez et ne jamais devenir gros? Malheureusement, c'est tout le contraire. Premièrement, parce que l'alcool doit être utilisé et ne peut pas être stocké. Cela signifie que lorsque vous buvez, vous avez automatiquement un excès de calories qui doit être utilisé au lieu d'être stocké. Le corps le fait en le transformant en chaleur, ce qui explique notre tendance à nous réchauffer lorsque nous buvons. Cela explique aussi en partie l'éclatement de certains vaisseaux sanguins au niveau du visage des grands buveurs à long terme, ce qui leur donne un nez rouge caractéristique. Ceci est causé par l'expansion des veines, de sorte qu'elles se rapprochent de la surface de la peau, où l'excès de chaleur peut se dissiper dans l'air. On peut donc considérer ces changements faciaux comme le premier inconvénient provoqué par l'impossibilité de stocker l'énergie provenant de l'alcool. Le deuxième inconvénient est que, comme le corps a déjà plus de calories qu'il n'en a besoin et qu'il ne peut pas les stocker, toutes les autres calories consommées d'une autre source seront stockées comme de la graisse. Ainsi, si vous buvez lorsque vous mangez, pratiquement toute l'énergie provenant des aliments sera stockée sous forme de graisse. De plus, même si vous ne mangez pas lorsque vous buvez, chaque boisson alcoolisée contient des sucres additionnels qui, eux, pourront être stockés par le corps sous forme de graisse. Si vous n'êtes pas prêt à boire de l'alcool éthylique pur, qui, je le crains, vous fera vomir et ou vous tuera, vous ne pourrez pas échapper à cet aspect. Un autre point très important à aborder lorsqu'on examine l'alcool et l'obésité est le fait que l'alcool provoque une carence en certaines vitamines, comme la thiamine, vitamine B1, la vitamine B12, l'acide folique et le zinc, car il empêche en fait l'absorption et l'utilisation de ces nutriments essentiels.
Cela signifie que nous finissons par manquer de certaines vitamines et de certains nutriments. Maintenant, le corps humain va déclencher une sensation de faim quand, entre autres choses, nous manquons de quelque chose dont notre corps a besoin. Ce n'est pas seulement un manque de calories ou d'énergie qui déclenche la faim. Nous pouvons avoir assez, ou même un excès, de calories réelles, mais si nous ne mangeons pas les aliments qui contiennent les vitamines et les minéraux dont notre corps a besoin, nous aurons toujours faim, ce qui nous poussera à continuer à manger, même si nous n'avons pas besoin de calories. Prenons un exemple. Supposons que notre corps soit carencé en vitamine C. Il n'est en aucune manière carencé en calories. Il a simplement un manque de vitamine C. Il déclenche donc une sensation de faim. Si nous consommons des fruits ou des légumes, nous obtenons la vitamine C dont nous avons besoin, ainsi qu'un très petit nombre de calories en trop, et la faim diminue. Mais si, d'un autre côté, nous avons un hamburger et un soda à l'orange, nous n'obtenons pas du tout de vitamine C. Nous apprécierons sûrement la boisson. En effet, elle aura un goût de nectar pour nous. Notre corps nous dit que c'est exactement ce dont nous avons besoin, et donc il a un goût merveilleux. Mais le fait est que notre corps n'apprécie la boisson que parce qu'il pense qu'elle est riche en vitamine C. Mais en réalité, elle n'est aromatisée qu'avec un produit chimique, et il n'y a pas du tout de vitamine C dedans. Nous absorbons donc tout l'excédent de calories dont nous n'avons pas besoin, nous n'obtenons toujours pas les vitamines dont nous avions besoin au départ, et nous finissons par avoir encore faim. Alors, comment savoir ce dont votre corps a réellement besoin afin de vous alimenter correctement? En fait, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter à ce sujet, et ce pour deux raisons. Premièrement, si vous n'introduisez pas de drogue étrangère dans votre organisme, votre corps vous dira de quel aliment vous avez besoin en vous donnant envie de certains aliments à d'autres lorsque vous avez faim. La deuxième raison, et la plus importante, est qu'un être humain en bonne santé qui a une alimentation raisonnablement variée aura toutes les vitamines et tous les minéraux dont il a besoin en quantité suffisante. Ils pourront se passer de l'un ou de l'autre pendant un certain temps sans qu'aucun effet négatif ne soit perçu. Ainsi, lorsque nous buvons, nous perturbons notre système naturel de prise et de perte de poids de 5 façons. Premièrement, à court terme, nous introduisons une drogue qui nous fait ressentir plus de faim qu'on n'en a réellement. Non seulement cela nous fait manger davantage, mais cela nous empêche aussi de décider des aliments dont nous avons réellement besoin. Quand le corps commence à manquer d'une certaine vitamine ou d'un certain minéral, nous avons généralement envie de l'aliment qui contient cette vitamine ou ce minéral. La plupart du temps, nous avons envie de quelque chose d'assez sain, car les aliments sains sont plus riches en vitamines et en minéraux. Cependant, quand nous manquons de calories, nous avons simplement envie de la nourriture la plus calorique à laquelle nous pouvons penser. L'alcool nous rend avides de calories, et si nous optons pour de la malbouffe calorique au lieu d'aliments sains, nous serons plus susceptibles d'avoir encore faim après notre repas, car ce que nous aurons mangé ne contient pas les vitamines et les minéraux dont notre corps a réellement besoin. Deuxièmement, l'alcool anesthésie les signaux qui nous indiquent quand nous avons assez mangé, de sorte que nous sommes plus susceptibles et plus aptes à manger trop. Troisièmement, comme l'organisme ne peut pas stocker les calories provenant de l'alcool, mais doit les brûler, habituellement en les transformant en chaleur, toutes les autres calories que nous consommons en buvant, soit les sucres contenus dans les boissons que nous consommons, soit les aliments que nous consommons, sont beaucoup plus susceptibles d'être stockés comme matière grasse. Quatrièmement, et comme expliqué précédemment, chez l'être humain, la consommation d'alcool à moyen et long terme provoque des carences de nutriments, avec pour résultat que le buveur a toujours faim puisque son corps recherche les nutriments dont il manque. Même si nous consommons beaucoup de nourriture riche en ces nutriments spécifiques, nous ne pouvons toujours pas profiter de leurs bienfaits, car l'alcool nous empêche de les absorber et de les utiliser. Finalement, comme la consommation d'alcool a un impact sur notre sommeil, nous finissons par souffrir d'une fatigue presque constante. Lorsque votre corps n'est pas bien reposé, il aura besoin de plus d'énergie et de nutriments pour compenser. Le résultat net de cette situation est que nous avons tendance à souffrir d'un appétit accru à cause de notre épuisement toujours croissant.
Une autre répercussion est que nous devenons de moins en moins enclins à faire du sport, car même si nous n'avons pas la gueule de bois, la fatigue constante est un obstacle à l'exercice. Il y a un autre aspect qui est particulièrement intéressant pour les hommes et c'est le fait que l'alcool diminue leur testostérone et un manque de testostérone entraîne un gain de poids. C'est pourquoi les eunuques sont généralement en surpoids. Lorsque vous buvez beaucoup d'alcool, il faut plusieurs semaines pour que les niveaux de testostérone reviennent à la normale, donc si vous buvez beaucoup sur une base assez régulière, comme les week-ends, votre taux de testostérone est constamment bas. Un faible taux de testostérone n'entraîne pas seulement une augmentation de la graisse et de la taille des seins chez les hommes, elle entraîne également une baisse de la libido, des difficultés érectiles, un faible taux de sperme, une perte de cheveux, une perte de masse musculaire, une diminution de la densité osseuse et des changements d'humeur. Cette réalité est certainement différente de l'image traditionnelle du macho buveur telle qu'elle est représentée par des icônes comme James Bond. En fait, la véritable image du buveur n'est pas celle du musclé et robuste Daniel Craig incarnant James Bond, mais celle d'un homme d'âge moyen, dodu, dégarni, faible, nerveux et émotionnellement instable, qui ne sait pas conserver ses relations. Quand j'ai finalement arrêté de boire, j'ai beaucoup maigri, jusqu'à atteindre un poids que je n'avais jamais eu depuis que j'avais commencé à boire et, fait intéressant, cela n'a demandé aucun effort du tout. Dans la quarantaine, je suis maintenant plus musclé que dans la vingtaine et la trentaine. J'ai constaté que la faim vorace que j'avais auparavant rencontrée assez régulièrement a complètement disparu. J'ai encore faim, mais ce n'est pas la faim irrésistible que je ressentais quand je buvais. Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que mon alimentation a complètement changé et ce, sans aucun effort. Je n'avais plus envie de plats à emporter et en fait, bon nombre des aliments malsains que je mangeais régulièrement lorsque je buvais ont tout simplement cessé de m'intéresser. Ce processus n'a cependant pas été immédiat, mais a duré plusieurs mois. Ce changement à plus long terme est dû à la carence en vitamines. Il est généralement admis qu'il faut plusieurs mois avant de constater les bienfaits d'une prise de vitamines, car il faut du temps pour que les niveaux s'accumulent à un niveau suffisant pour avoir un effet. De la même façon, si vous permettez soudainement à votre corps d'absorber et de traiter des nutriments essentiels qu'il a été empêché d'absorber pendant un certain temps, il faudra plusieurs mois avant que l'étendue totale des bienfaits ne devienne évidente. Jusqu'à présent, nous nous sommes penchés sur la consommation d'alcool et la prise de poids. Cependant, l'une des anomalies de la consommation d'alcool est la façon dont le buveur typique est généralement perçu comme une personne ronde et joyeuse, alors que les alcooliques sont souvent minces comme des baguettes, voire squelettiques. Le fait est que quelques verres stimulent l'appétit, mais l'alcoolique est souvent incapable de manger. Ce n'est pas qu'il dépense tout son argent à boire, ou qu'il est toujours trop occupé à boire pour manger, c'est qu'il perd non seulement complètement l'appétit, mais est souvent incapable de manger quoi que ce soit. Cela n'a aucun sens quand on le considère à un niveau superficiel. Après tout, ce sont les stimulants tels que les amphétamines qui entraînent la perte d'appétit et empêchent de manger, et les stimulants sont exactement le contraire de l'alcool, qui est un dépresseur. Cependant, lorsque nous regardons la situation d'un point de vue global, c'est tout à fait logique. C'est simplement une preuve supplémentaire de la réaction physiologique de l'organisme à l'alcool. Lorsqu'un être humain boit à un niveau suffisamment élevé, les stimulants qui contrent les effets dépressifs, toujours plus importants que l'alcool, sont à un niveau tel que leur effet ressemble beaucoup à celui d'absorber un stimulant fort comme les amphétamines, dont un des effets est de nous empêcher de pouvoir manger. Un buveur à ce niveau est constamment tendu comme un arc et boit constamment des quantités de plus en plus importantes pour diminuer ses effets stimulants, ce qui à son tour augmente la réaction physiologique stimulante. Ils sont incapables de manger, si ce n'est des repas très légers. C'est là que s'achève le voyage alcoolique si nous le menons à sa conclusion logique. La sensibilisation et la stimulation provoquées par la consommation d'alcool sont telles qu'une dose d'alcool presque mortelle est nécessaire pour la contrer.
Et bien sûr, lorsque la dose requise devient létale, c'est là que le voyage se termine.